Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News Podcast Interview numéro 32. Comme d'habitude, l'objectif de ce format est de mettre en lumière le travail de différents artisans gravitant dans le monde de l'horreur. Et cette fois-ci, j'ai la chance d'interviewer Mathieu de la chaîne YouTube Le Coin du Bis. Salut Mathieu et bienvenue sur Horror News Podcast. Salut, merci pour l'invitation. Écoute, avec grand plaisir. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter peut-être pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas ? Oui, alors je suis Mathieu. En fait, j'ai une chaîne qui s'appelle Le Coin du Bis, qui est sur YouTube depuis quasiment 10 ans maintenant. C'est une chaîne que j'ai créée dans Feu mon vidéo club, où un jour en fait où je m'emmerdais, je me suis dit tiens, est-ce que ça vaudrait pas le coup d'aller sur YouTube et de parler un petit peu des films qui moi m'intéressent, en l'occurrence, enfin tout ce qui est cinéma bis, parce que à l'époque, enfin moi je te dis ça, c'était en 2016, c'était pas forcément un cinéma qui était très mis en avant sur YouTube, et je me suis dit qu'il y avait peut-être une place à prendre, et voilà quoi. Donc entre deux clients, moi j'écrivais le truc de mon côté, et puis en mars 2016, je crois, j'ai lancé ma chaîne, et 10 ans après, voilà, je suis encore là, quoi. Et hormis ça, depuis maintenant 3 ans, je suis dans un podcast qui s'appelle Jumpscare, podcast horrifique, où en fait toutes les semaines ou presque, on revient sur soit l'actualité horrifique au cinéma, soit on se met en fait à faire la critique d'un vieux film, quoi, d'un film du patrimoine, en essayant un petit peu à chaque fois de varier, un coup un slasher, un coup un survival, un coup de la J-horror, un coup un truc un peu moins connu, un coup un grand classique, enfin voilà, il peut y avoir vraiment de grosses différences entre un épisode et l'épisode de la semaine suivante, quoi. Donc voilà. Ça marche, mais effectivement oui, c'est l'intérêt, notamment au niveau de la ligne édito de Jumpscare, c'est que chaque semaine tu sais pas tellement sur quoi tu vas tomber, mais autant il y a des fois où on traite de classiques, vous avez parlé de Massacre à la tronçonneuse par exemple, mais il y a aussi effectivement voilà des films moins connus, et c'est moi un des trucs que je trouve justement intéressant, c'est d'aller découvrir un petit peu tout ça, et en plus chacun a sa grille de lecture, c'est aussi ça qui est intéressant parce que vous êtes toute une équipe. Ouais, on est 6 avec des avis vraiment très comment dire, très variés. Enfin, on a chacun nos petites obsessions, nos marottes et nos trucs en fait qui reviennent assez fréquemment. Voilà quoi. Moi, je sais que je suis pas très très fan du slasher. Il y a Mylène de la chaîne Welcome to Brighton Beach, où là par contre c'est exactement l'inverse. Donc, donc voilà, quand il y en a un qui déteste le film, l'autre généralement va l'adorer. Il y a Lily qui est une spécialiste en fait de l'aerobic exploitation, qui a des sous-genres les plus pétés que je connaisse. Il y a Amélie qui est beaucoup plus dans tout ce qui est gothique. Chauve-souris, château hanté, ce genre de truc, film d'épouvante. On a Romain qui a créé en fait le podcast, qui est de partout, qui est sur Filmo, qui voilà. On a Dario qui a des avis extrêmement tranchés sur les films que souvent en fait il découvre, parce que c'est le plus jeune de la bande. Et puis moi, voilà, le vieux du groupe qui parle de bis dès qu'il le peut, quoi. Tout à fait, le spécialiste des tunnels donc. Oui, ça je me rends pas compte. D'ailleurs, n'hésite pas à me couper, hein, parce que vraiment, quand je parle d'un truc en fait qui me passionne, dans ma tête ça dure 30 secondes, mais en vrai sur le chrono ça dure 20 minutes, tu vois. Donc n'hésite pas, n'hésite pas à couper, quoi. Il y a aucun problème, c'est un des trucs que je trouve toujours, enfin moi je prends toujours plaisir à t'écouter, parce que quand tu parles effectivement t'as ce côté passionné, donc ça se retranscrit, si tu veux. Je trouve que c'est un passionné qui parle de sa passion de manière générale, je trouve ça toujours intéressant. Voilà, bon, peut-être moins sur le curling, mais ça tombe bien parce qu'a priori on va pas en parler. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton histoire avec l'horreur et le fantastique, s'il te plaît ? Alors, j'ai des souvenirs très précis de quand est-ce que ça a démarré. Tu vois, il y a certaines personnes qui datent ça de manière assez vague, en se disant, il me semble que c'est tel film ou tel film, je sais plus, machin. Moi, je sais très précisément quand est-ce que ça a démarré. Ça a démarré quand j'avais 4 ou 5 ans, à un moment donné où mes parents, pour Noël, m'avaient offert une espèce de maison Playmobil, je sais pas quoi, et pour qu'il y ait des gens en fait dedans, ils m'avaient offert un petit Playmobil qui était un Playmobil fantôme. C'était un Playmobil normal par-dessus lequel en fait tu mettais une espèce de drap, et ce drap qui était un truc en plastique, hein, si tu le mettais sous la lumière en fait et qu'après tu coupais la lumière, il se mettait à briller dans le noir. Et ce truc-là me fascinait quand j'étais gosse, et je me rappelle m'être enfermé dans les chiottes pendant des heures et des heures à regarder mon petit fantôme qui brillait là. Et j'ai jamais joué avec la maison qui avait dû coûter une blinde à côté, donc mes parents étaient dégoûtés parce que ce truc qui coûtait 3 balles en fait c'était le plus beau jouet du monde, tu vois. Et quelques temps après, quelques mois après même, je tombe sur une publicité à la télé qui était une publicité pour des jouets SOS Fantôme.
Et là, je vois, c'est la figurine de Ray Stantz, en train de tirer au laser sur un monstre violet, machin. Je dis putain, mais ça a l'air trop bien, et mon fantôme Playmobil il pue la merde, quoi. Donc je dis ouais, c'est ça que je veux à Noël. Donc j'ai eu ma petite figurine Ghostbusters, que je dois encore avoir dans un carton quelque part, et j'étais refait. Je dis ça c'est trop bien et tout, et je regarde en fait au verso de la boîte en carton, et je vois qu'en fait il y en a plein d'autres. Il y a une espèce de monstre vert, il y a un Bibendum Chamallow, il y a plein de machins, et je dis putain, ça a l'air fou, je veux ça. En plus les publicités Ghostbusters à l'époque à la télé, elles étaient folles, quoi. Et quand t'étais un gamin de 5 ou 6 ans, tu pouvais pas ne pas connaître ça, quoi. Et je percute aussi qu'il n'y a pas que des jouets, il y a aussi un film, parce qu'à l'époque c'était sur FR3, Ghostbusters était passé en fait à 20h50, donc avec le magnétoscope on a enregistré ce truc là. J'ai eu la trouille de ma vie dans la première scène avec l'espèce de fantôme bibliothécaire là, qui se transforme en monstre subitement, et c'est devenu instantanément mon film préféré, parce que j'en faisais des cauchemars, mais en même temps il me fascinait, et je le regardais comme ça toutes les semaines. Et ça a duré pendant des années et des années et des années. C'était devenu un rituel de regarder Ghostbusters en fait tous les week-ends. Et il y a quelques temps, je m'étais amusé en fait à calculer le nombre de fois où j'ai pu voir ce film dans ma vie. Je pense que je suis entre 130 et 150. Et j'en ai peut-être oublié. Donc je le connais par cœur. Aujourd'hui, j'ai du mal à le revoir parce que je suis insupportable. Enfin, je récite les trucs avant qu'ils arrivent et tout, donc c'est pénible. Et en fait, c'était une espèce de fixette en fait pendant des années et des années, et j'avais toute ma petite collection de jouets fantômes et tout. Enfin, j'étais refait, tu vois. Et le premier film que j'ai vu de ma vie dans une salle de cinéma, c'est SOS Fantôme 2 en 1989, et ce truc là je l'attendais comme le messie, quoi. À l'époque t'avais pas internet, donc tu pouvais voir des images en avant-première du film que dans des magazines et des machins, et les images que moi je pouvais voir, enfin, en fait elles étaient folles, quoi. Et je me rappelle être sorti de cette séance, donc j'ai vu avec mes parents. Je suis ressorti, j'étais complètement hagard, et je me rappelle m'être paumé dans les rues de Grenoble tellement j'étais sur ma planète et tout. Et au bout d'un moment, je me suis réveillé, j'ai dit merde, où sont mes parents, tu vois. Donc je me suis retrouvé tout seul en fait dans les rues de Grenoble pendant 10 minutes parce que mes parents sont partis d'un côté et moi de l'autre, tellement j'étais encore dedans. Et après j'ai commencé à me passionner en fait pour tout ce qui était un petit peu cinéma fantastique, pas horrifique parce que j'ai pas le droit de le voir, mais mes parents étant abonnés à Canal+, moi je feuilletais le truc, et en fait d'une certaine façon j'ai appris à lire via les programmes télé, parce que j'ai retenu qu'il y avait des mots qui revenaient très fréquemment. Et tu vois, Steven Spielberg, je savais pas à quoi il ressemblait le gars, mais je savais qu'il était toujours lié en fait à des trucs qui moi me plaisaient. Et j'ai commencé en fait à enregistrer plein de VHS comme ça par rapport à ce que moi j'identifiais comme étant des films fantastiques, un peu effrayants, avec des monstres et des fantômes, mais pour un gamin de mon âge, tu vois. Donc j'ai commencé à me faire une petite collection de VHS. Au bout d'un moment, je repère comment fonctionne le magnétoscope de mon père. Je percute que en fait le chiffre à droite correspond aux chaînes de la télé. Tu vois, 1 c'était TF1, 2 c'était Antenne 2, 3 c'était FR3, et 4 c'était Canal+. Donc je prenais une cassette au pif, j'appuyais sur le bouton rouge en mettant la bonne chaîne, et puis après c'était parti, tu vois. Donc j'ai effacé pas mal de cassettes de mon père comme ça pour enregistrer à la place des trucs que moi je voulais voir. Et au bout d'un moment, il m'a dit écoute, non, ça suffit, ta collection de machin, non, un gamin de 9 ans, il a pas Apocalypse Now dans sa collection de VHS, donc t'arrêtes un peu. Et en fait, il m'a effacé plein de trucs. Et résultat des courses, en fait, il y a plein de films que j'ai vus quand j'étais gosse qui après me sont un petit peu sortis de la tête parce que du coup ils avaient été effacés. Mais mine de rien, je m'étais fait une petite collection de VHS, donc j'avais tu vois, les classiques, les Retour vers le futur, les Gremlins, les Goonies, SOS Fantôme, Batman, puis oui, Beetlejuice, tu vois, ce genre de trucs. Mais j'étais aussi attiré par les trucs un petit peu plus vénères, un petit peu plus horrifiques. Et tu vois, dans le programme télé, il y avait la figure de Freddy qui m'intriguait beaucoup, tu vois, parce que je le trouvais vraiment super réussi en tant que monstre. Le côté visage complètement cramé, le chapeau, les griffes au bout des mains, le pull rayé, tout ça. Enfin, il avait une dégaine qui était très particulière. Il était à la fois super effrayant et extrêmement classe. Et du coup, ça faisait une espèce de bug dans ma tête. Je me dis, putain, je trouve le résultat très bizarre, mais en même temps, je peux pas m'empêcher d'être intrigué par ça. Et j'avais demandé à mes parents, est-ce que je peux regarder Les Griffes de la Nuit, est-ce que je peux voir tiens, Les Dents de la Mer, c'est Spielberg et tout. Non. Donc il y a plein de films en fait qu'on m'a interdit de voir pendant des années. Et à partir du moment où j'ai eu mon propre magnétoscope, j'ai enregistré tout ce que je voulais, et c'était essentiellement en fait du cinéma fantastique que j'avais pas le droit de voir avant, tu vois. Et fin des années 90, quand le DVD est arrivé, les premiers trucs que j'ai achetés, c'est des machins que j'avais pu
dans ma petite collection de VHS ou que je rêvais de voir depuis des années. Et c'est comme ça qu'en fait que j'ai pu rattraper certains titres. Et en fait, je me suis dit, ok, enfin le cinéma fantastique c'est très bien, mais il y a le cinéma horrifique aussi que je regardais un petit peu du coin de l'œil, parce que ayant la phobie du sang, tu vois, dans la vraie vie, si je me coupe et tout, enfin, je fais pas long feu derrière, tu vois, parce que je sais que je vais tourner de l'œil. Par contre, au cinéma, tu vois, je m'en fous, parce que je sais comment c'est fait, tu vois, derrière, donc ça me pose pas de soucis. Mais quand même, tu vois, il y a un truc qui faisait que je sais pas trop si le film gore c'était pour moi ou quoi. Et puis un jour, j'ai vu Braindead de Peter Jackson quand j'étais au collège, et je me suis dit non, putain, c'est trop marrant, je vais en voir d'autres. Et après, j'ai rajouté le gore, le cinéma horrifique, en plus de ce que j'aimais déjà, tu vois, enfin avec le fantastique. Et j'ai rattrapé un petit peu tout mon retard, et j'ai commencé aussi à acheter des bouquins sur l'histoire du cinéma de genre et pas que. Et j'ai commencé à me faire des listes de ce qu'il fallait que je rattrape, et des classiques qu'il fallait que je voie à tout prix, tu vois. Donc ouais, en fait, c'est parti d'un jouet, d'un bête jouet Playmobil, pour ensuite aller en direction d'un jouet SOS Fantôme un peu mieux, tu vois. Ensuite, c'est parti dans SOS Fantôme le film, puis SOS Fantôme 2 au cinéma, puis des VHS, puis des DVD, et voilà, quoi. Et on termine encyclopédie, encyclopédie vivante du cinéma. Ouais, j'aime bien les listes, j'aime bien lister ce que je vois, j'aime bien classer, ouais, je peux pas m'en empêcher, en fait, voilà. Après, ça donne des vidéos comme la dernière que tu as sortie là, justement, ces autres films qui étaient super intéressantes. Alors le problème, c'est que du coup, j'ai rajouté plein de titres à ma watchlist de l'enfer. Donc je te remercie, mais sans te remercier. Et parce que je mourrais avant d'avoir tout vu, je pense. Et mais bon, voilà, j'en prends mon parti. Alors, qu'est-ce que le cinéma bis, justement? Parce que donc, le coin du bis, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce qu'est le cinéma bis et pourquoi cet amour, en fait? Alors ça, c'est né j'allais dire d'une rencontre, mais en fait non, d'une découverte que j'ai faite dans une librairie. Voilà, quand j'avais la vingtaine, j'étais déjà fasciné par tout ce qui était film fantastique, film horrifique, film un petit peu bizarre aussi, parce que plus les années passaient, plus je m'orientais vers des trucs un peu plus de niche, tu vois. Enfin, je commençais à saturer un petit peu des films d'horreur qui commençaient aussi, à mon sens, à tous se ressembler. Faut dire aussi qu'on était fin 90, début 2000, donc on était en plein dans la vague néo-slasher. Donc les Urban Legend 27, souviens-toi l'été dernier, tout ça, je commençais sérieusement à en avoir ras-le-bol. Ce qui a pris la suite de ce mouvement-là, c'est tout ce qui était vague de torture porn d'un côté, vague de remake de grands classiques de l'autre. Et dans les deux cas, il y avait des choses qui étaient sympas, mais je n'étais pas non plus fan de tout. Et je voulais en fait des films qui me sortent un petit peu de ma zone de confort. Je voulais découvrir des classiques, découvrir autre chose, quoi. Et j'ai commencé en fait à voir des films qui étaient jugés comme un petit peu bizarres, un petit peu hors normes ou quoi. Et en fait, ce truc-là me fascinait. Et un jour, je vais dans une librairie pour acheter complètement autre chose, et je tombe sur un bouquin marqué les classiques du cinéma bis. Et je connaissais pas cette appellation à l'époque. Et je feuillette le truc, je me dis, qu'est-ce que ça veut dire cinéma bis? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait, sur le quatrième de couverture, je vois en fait des titres, et je vois que c'est que des titres que soit j'en ai entendu parler, soit je les ai déjà vus, soit ça me dit quelque chose, mais je mets pas d'image dessus pour le moment. Et je vois des classiques, tu vois, le Masque du démon, Django, Les frissons de l'angoisse, Les griffes de la nuit, Godzilla, enfin. Et je me dis, mais en fait, c'est tout ça que j'aime. Tous ces films-là que j'aime, que j'adore, que je rêve de voir, font partie d'un tout qu'on appelle cinéma bis. Donc là, je prends une claque, j'achète le bouquin immédiatement. C'est un bouquin coécrit par Laurent Aknin et Lucas Balbo. Et c'était mon livre de chevet pendant des années. Et comme encore une fois, j'aime bien les listes. Enfin, je notais scrupuleusement ce qu'il fallait que je rattrape, les filmographies qu'il fallait que je découvre et tout. Et ça a été une ouverture à tout un cinéma dont je soupçonnais un petit peu l'existence. Mais là, on me confirmait que ce truc-là existait, et qu'en plus, il y avait des personnes qui traitaient ça correctement, et qui ensuite te prenaient par la main pour t'emmener en fait sur ce territoire-là, tu vois. Et je trouve ça absolument génial. Et en fait, le cinéma bis, la définition que moi je peux en avoir, mais qui est aussi celle que j'ai eue dans le livre, c'est grosso modo en fait du cinéma de genre, même si aujourd'hui cinéma de genre ça ne veut plus forcément dire grand chose. En fait, quand on parle de cinéma de genre aujourd'hui, ça englobe
90% du cinéma. Ce qu'on appelait cinéma de genre, en fait, c'est tout ce qui n'était pas comédie ou drame. Comédie et le drame, en fait, c'est le comique et le tragique. En fait, c'est des trucs qui viennent du théâtre. Donc, en fait, tout ce qui est autre que ça, en fait, c'est du genre. Donc, ça englobe le policier, le thriller, le fantastique, la SF, l'horreur, le cinéma érotique, le kung-fu, Le voilà, western, tout ce que tu veux. le western, voilà. Donc tout ça, en fait, c'est du genre. Mais aujourd'hui, en fait, ça englobe, oui, encore une fois, 90% du cinéma qui sort dans les salles, tu vois. Donc l'appellation cinéma de genre, elle a plus vraiment de sens aujourd'hui. Mais ce qu'on définit par cinéma bis, donc ça serait du cinéma de genre, donc tout ce que je viens de citer là, mais à très petit budget. Donc on est sur des séries B, voire même des fois des séries Z, et il y a même des fois aussi du cinéma d'exploitation, enfin des films qui sont conçus pour ramener de l'argent illico sans forcément qu'il y ait de volonté artistique derrière. C'est vraiment des films qui misent tout sur le sexe et la violence, et des fois les deux en même temps. Donc voilà, soit de la série B, soit de la série Z, soit du cinéma d'exploitation, mais encore une fois à très petit budget. Et c'est une forme de cinéma qui a, on va dire, explosé au milieu des années 50, au moment où la télévision a commencé à arriver dans les foyers, notamment les foyers américains, et où en fait les téléviseurs, enfin les chaînes de télé diffusaient majoritairement du cinéma de genre, donc des petits films policiers, du western ou quoi, et les studios américains se sont dit, oula, on est en train de perdre des spectateurs, parce que les gens ne sortent plus de chez eux, en fait ils restent devant leur poste de télé à regarder des westerns. On va arrêter de faire des séries B dans les salles, on va tout miser sur les films à grand spectacle. Donc c'est à ce moment-là que tu as eu les Ben-Hur, Laurence d'Arabie, ce genre de trucs. Et pour baisser un petit peu les coûts de production, les studios hollywoodiens se sont dit, attends, on va économiser des sous, on va aller tourner ces grandes productions en fait en Italie. On va délocaliser et ça nous permettra en fait d'économiser, paradoxalement. Et en fait, au contact de leurs collègues américains, les techniciens italiens se sont dit, attends, si les mecs en fait ils laissent totalement la série B pour faire du grand spectacle, nous, le marché de la série B, on va le récupérer. Alors aux États-Unis, il y avait déjà Roger Corman qui avait récupéré ce truc-là en faisant ces trucs dans son coin, mais c'est comme ça qu'en fait est né le bis italien, avec des mecs en fait qui faisaient des copies de ce qui fonctionnait en fait aux États-Unis. À l'époque, c'était le peplum, donc il y a eu dans un premier temps du peplum italien avec ce qu'on appelait le muscle-opéra, les films de Steve Reeves et compagnie, et c'est comme ça que des grands noms ont commencé en fait à se faire à faire leurs premières expériences, Mario Bava notamment, et dès qu'en fait un truc était un petit peu délaissé par le cinéma américain, les Italiens se jetaient dessus pour le refaire en fait à leur sauce. Quand, dans les années 60, le western commençait à se péter la gueule aux États-Unis, les Italiens l'ont récupéré et ont fait le western, ce qu'on appelait le western italien, ou le western spaghetti de manière un peu péjorative. Et c'est ainsi qu'est né, pour une poignée de dollars, pour quelques dollars de plus, le Bon, la Brute et le Truand. Et tous ceux qui sont un petit peu derrière, tu vois, les Django, les Keoma, les films de Corbucci et compagnie. Et en fait, il y a toute une période géniale au niveau de l'Italie qui a émergé en fait à ce moment-là, où il y a eu dans un premier temps des copies de ce qui fonctionnait aux États-Unis, mais dans un second temps, en fait, des créations purement italiennes qui se basaient aussi sur leur culture à eux, sur ce qui pouvait se passer à cette époque-là dans le pays. Et c'est comme ça que sont nés en fait des sous-genres typiquement italiens comme le poliziotesco, comme le giallo, comme plus tard les films de Cannibal. Enfin voilà. Et il y a tout plein de films complètement dingues, complètement ravagés en fait, que moi j'adore, qui sont encore relativement modernes si tu les vois aujourd'hui 60 ans plus tard, mais qui à l'époque étaient clairement montrés du doigt par une certaine partie de la critique institutionnelle, en mode ça c'est pas du cinéma, ça c'est pas du cinéma, c'est de la merde. Si vous voulez rigoler un coup, allez voir sur YouTube la critique qui est faite de grands classiques comme Star Wars, ou pour revenir en fait du côté d'Italie, comme le Bon, la Brute et le Truand, le Masque et la Plume, en fait ils sont systématiquement à côté de la plaque, et pour eux c'est juste c'est des merdes, tu vois, c'est ni fait ni à faire, quoi. Aujourd'hui personne n'irait critiquer ces films là, tu vois, mais à l'époque il était de bon temps en fait pour une certaine partie de la critique de chier sur ces films, parce que ça correspondait pas du tout à leurs attentes. Le fait que des Italiens fassent du western, c'était un contresens. Il n'y a pas plus américain comme genre cinématographique que le western. Littéralement, c'est leur histoire, tu vois. Donc, qu'est-ce que c'était que ces Italiens qui vont faire des trucs, en fait, les mecs qui se tirent dessus à bout portant en se vidant un chargeur entier dans le buffet, avec en plus des riffs de guitare de Ennio Morricone, c'est qui ce gars-là, tu vois, enfin, ça n'a aucun sens. Non, tu vois, aujourd'hui, quand tu penses western, tu penses plus forcément à John Wayne et son petit foulard, tu penses Clint Eastwood avec son poncho, ou Charles Bronson avec son harmonica, ou tu vois, enfin, l'image de la copie italienne, en fait, a supplanté l'image originale
du sous-genre américain par excellence, tu vois. Et c'est ça que je trouve fascinant avec ce cinéma, c'est comment en fait on est passé d'un truc qui était à la marge, parce que le cinéma bis c'est fait par des acteurs qui sont en marge en fait du système, c'est aussi ça qui me plaît. Comment on est passé de ce truc-là à au regard qu'on peut porter sur ce cinéma-là aujourd'hui, qui est beaucoup plus mature en fait, parce qu'entre temps il y a plusieurs décennies qui sont écoulées, tu vois, et aujourd'hui en fait c'est beaucoup plus acté que ce cinéma-là est à considérer au même titre que le grand cinéma normal entre guillemets ou institutionnel, voilà, tu vois, enfin c'est il y a plein de critiques aujourd'hui pour qui Mario Bava a une valeur égale par rapport à Antonioni ou à notre à Fellini, tu vois, à notre grand réalisateur italien, tu vois. Mais il a fallu du temps, quoi. Voilà. Et moi, c'est ce cinéma-là que je défends. Ça marche. Alors, justement, parlant de cinéma, combien de films tu vois à peu près par semaine? Alors, ça a changé. Ça a beaucoup changé. Tu vois, enfin, au moment où j'ai découvert ça, très clairement, j'en voyais 5 ou 6 par semaine, des fois même un peu plus. Et à l'époque, vu que je venais de découvrir ce truc-là et que en plus ça correspondait avec ce que j'avais pu voir quand j'étais gamin, parce que forcément je suis tombé sur des trucs de bis quand j'étais gosse sans savoir que c'en était. Un des premiers films où je me suis dit putain mais qu'est-ce que je suis en train de regarder, c'est un film de Paul Bartel qui s'appelle La course à la mort de l'an 2000. Où en fait tu vois très bien ce que c'est, et c'est une course à travers les États-Unis. En fait le but c'est pas tant d'arriver premier que de marquer énormément de points, et les points tu les gagnes en écrasant des gens. Et j'ai vu ça, je sais pas, je devais avoir 8 ans, tu vois. Et le fait qu'à un moment donné, il y ait des infirmières qui sortent des grabataires sur un fauteuil roulant, qui les mettent en ligne, avec le mec qui arrive dans sa bagnole pour tous les tamponner les uns derrière les autres et faire genre 1000 points, tu vois. Et qu'au dernier moment, ils se disent, attends, je crois que les infirmières, ça vaut plus de points, et puis il met un coup de volant, puis il tamponne toutes les infirmières. Je me dis, mais qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Genre un bébé, ça vaut 100 points, un handicapé, ça vaut 100 points. Enfin, je me dis, mais qui est le fou qui a fait ce film-là, tu vois? Et d'un côté, j'étais horrifié, et d'un côté, j'étais fasciné parce que ça détonnait complètement avec les Disney que je regardais. Tu vois, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et ouais, quand j'étais gamin, je suis tombé plein de fois sur ce genre de truc. Mais après, quand j'ai découvert que tous ces films-là, parce qu'en vrai, le bis, c'est pas un sous-genre, c'est un ensemble de sous-genres qui proviennent de partout dans le monde. C'est-à-dire qu'à partir des années 50 jusqu'à encore aujourd'hui, il y a plein de vagues, de mouvements ou de sous-genres cinématographiques qui ont émergé dans plein de pays différents, qu'on regroupe dans cette appellation de bis, tu vois. Ça peut être le slasher aux États-Unis, ça peut être les films de monstres de la Hammer dans les années 60-70 en Angleterre, ça peut être les films de kung-fu qui viennent de Hong Kong, toujours de Hong Kong, ça peut être le Wuzapian aussi, enfin le film de sabre avec les mecs qui se foutent sur la gueule en courant dans les arbres et tout. Au Japon, ça peut être le Kaiju-Eiga, enfin le film de monstres géants avec les Godzilla, Gamera et consorts. Ça peut être le film de Yakuza, ça peut être tous les trucs cinéma-érotiques, enfin genre le Pinku-Eiga. Dans le Pinku-Eiga, t'as plusieurs sous-genres, enfin t'as les romans porno de la Nikatsu, là-dedans t'as plusieurs déclinaisons aussi, enfin bref, c'est sans fin. Et ce qui me fascine là-dedans, c'est qu'à chaque fois que tu penses avoir découvert le film le plus taré que t'as vu de ta vie, il y a toujours un truc qui sort de tu sais pas où en fait qui vient de prouver le contraire. Donc tu passes ton temps en fait à diguer, à découvrir des choses, et moi je trouve ça fascinant, quoi. Mais à l'époque, quand je me suis confronté à ça et que j'ai découvert qu'il y avait une infinité de films à voir, ouais, comme je te dis, enfin je regardais minimum 5 ou 6 par semaine, tu vois. À l'époque, je me tenais aussi au courant de ce qui sortait au niveau de l'actualité, et le truc c'est que si je ratais un film, limite j'en faisais une jaunisse, tu vois. C'était je peux pas me permettre de rater des choses, il y a trop de trucs à découvrir, je peux pas rester là en fait à rien faire, il faut jouer des films, tu vois. Et le truc c'est que j'ai regardé un nombre assez considérable de sombres merdes, de trucs où en fait je savais que le film était pas bon. Je savais que le truc il pue la merde et tout, mais je me dis, pour le sport, pour la beauté du geste, voilà, pour la France, tu vois, il faut que je le regarde. Mais je savais d'entrée de jeu que c'était pas bien. Et j'ai perdu beaucoup de temps en fait à regarder ce truc-là. Alors après, je suis amateur de nanar aussi, donc de temps en temps, je tombais sur des pépites. Mais aujourd'hui, très franchement, si je regarde 2 films par semaine, c'est le maximum. J'ai en fait appris à être beaucoup plus sélectif dans ce que je regardais. Si je sais qu'un film il a la réputation de pas être ouf, et que toutes les personnes qui vont le voir en salle me confirment que effectivement le film est pas top et qu'on peut passer à autre chose, je vais pas y aller. Je vais peut-être le rattraper plus tard en VOD ou quoi, mais je préfère utiliser mon temps pour faire autre chose et faire un truc un peu plus constructif ou quoi, plutôt que d'aller voir un film
pour vérifier à quel point il est nul et de sortir du cinéma en me disant effectivement c'était nul. Bah non, ça suffit, Oui. tu vois. Si on t'avait prévenu un peu avant, en plus, là pour le coup, Ouais. ça marche. Alors, comment est-ce que tu choisis justement les films ou les genres que tu traites sur ta chaîne ? Il n'y a pas de truc, il n'y a pas d'ordre précis. Un des premiers machins que j'avais fait, paradoxalement, au moment où j'ai créé ma chaîne, c'est de faire une liste. Je me rappelle très précisément le moment où je me suis dit tiens, ça y est, je me lance sur YouTube. J'étais dans feu mon vidéoclub et je m'emmerdais, tu vois, et je discutais avec des clients qui étaient des jeunes, tu vois, ils étaient en école de ciné et tout, et je les avais quasiment tous les jours dans le magasin, et ils me parlaient de YouTube, ils me parlaient de comment ça marchait et tout, et moi à l'époque YouTube ça me passait clairement dessus, c'était juste un endroit où je regardais des bandes annonces ou des vidéos un peu marrantes et tout, mais le côté culturel de YouTube je le connaissais pas. Et ils m'ont dit mais ça serait bien que tu nous parles de cinéma de la même façon que tu nous en parles dans ton vidéoclub. Et j'avais gardé cette idée dans un coin de ma tête, et sans forcément l'envie derrière de faire quoi que ce soit. Mais je me rappelle qu'un soir, pendant ma seule semaine de vacances annuelle, on était en 2015, je me suis retrouvé chez mes parents à les aider pour un déménagement, et j'étais tout seul. J'en avais plein les reins, j'en avais plein le dos, c'était 4h du matin, il y avait une canicule, j'avais chaud, je dormais pas, j'étais au bout de ma vie, j'en pouvais plus. Et en fait, j'étais dans un tel état d'épuisement que 4h du matin par 40 degrés, je me dis bon, je dors pas, qu'est-ce que je fais? Allez hop, je vais sur YouTube. Et je tombe sur une vidéo, je crois c'était sur la mezzanine, enfin la chaîne secondaire d'Antoine Daniel, et c'était une vidéo qui disait genre les 10 conseils pour vous lancer sur YouTube ou quoi. Et j'ai cliqué sur ce truc-là au pif, sans, encore une fois, volonté de créer quoi que ce soit derrière. Et je sais pas ce qui s'est passé, la chaleur, la fatigue, tout ça cumulé, j'en sais rien, mais à la fin de la vidéo, je me suis dit ok, c'est bon, je vais le faire. Personne à l'époque, en tout cas en France, ne parlait de cinéma bis en fait sur YouTube. À chaque fois que je voyais des trucs en lien avec ce sujet, c'était des machins qui étaient repiqués d'autres médias et balancés un peu en vrac sur YouTube, tu vois. Et je me suis dit ok, il y a une place à prendre. J'ai le décor qui est déjà tout prêt, en fait, j'ai même pas besoin de le construire, c'est littéralement mon vidéoclub, tu vois, c'est mon lieu de travail, c'est parti, tu vois. Et de 4h jusqu'à 6h du matin, j'ai écrit les 4 premiers textes de ma vidéo, donc j'ai fait une nuit blanche. Mais après, en fait, j'ai passé le lendemain à déménager, à pas calculer du tout ce que je faisais, à ce que je portais, voilà, tu vois, j'étais encore dans mon truc. Et après, je suis retourné sur ce document-là et j'ai rajouté tous les épisodes suivants. Et ce qui fait que j'ai écrit donc les 4 premiers textes, plus les sujets de toutes les vidéos, dans l'ordre que je pensais les voir arriver sur la chaîne. Et j'en avais entre 25 et 30. Donc t'avais Carpenter, t'avais Argento, t'avais le slasher, t'avais le survival, t'avais la catégorie 3, t'avais l'exploitation, t'avais l'exploitation, t'avais je sais plus quoi, tu vois. Et donc il y en avait entre 25 et 30. Et au début de ma chaîne, j'ai respecté cet ordre-là scrupuleusement. Je voulais alterner entre un truc un peu évident, tu vois, Carpenter, que tout le monde connaît, avec, comme vidéo suivante, un truc un peu plus de niche, tu vois, histoire de montrer patte blanche et de prouver, à l'époque en tout cas, aux vieux de la veille, les vieux gardiens du temple et tout, les vieux bisseux, que non, tu vois, je sortais pas de nulle part et que c'est pas un truc en fait qui m'était tombé dessus avant-hier. Je connaissais en fait les sous-genres, et pour preuve, en fait, après Carpenter, boum, tu vas faire la maison Funekiri de Pupi Avati, tu vois. Et en fait, j'ai respecté ce truc-là. Sauf que au bout d'un moment, je découvre des films et je me dis putain, ça me plairait trop d'en parler, tu vois. Je découvre, j'en sais rien, moi je découvre Kuzo, je découvre Les Diables, je découvre en fait des films qui sont complètement dingues, et j'ai pas envie d'attendre et de les mettre tout au bout de ma liste. Je vais en parler tout de suite, quoi. Donc j'ai bousculé ce truc-là, et aujourd'hui en fait je ne me base absolument pas sur cette liste. C'est selon ce que je découvre, selon ce que j'ai envie de parler, selon le temps dont je dispose aussi, parce qu'en tant que monteur, je fais forcément passer en priorité les montages qu'on me commande. Donc les montages pour ma vidéo, c'est vraiment quand j'ai le temps. Pour ma chaîne en tout cas, c'est vraiment quand j'ai le temps. Et je calcule aussi par rapport à ça. Si je veux faire j'en sais rien moi, une vidéo sur la Nazisploitation, ok, ça va aller vite, parce que en vrai, des films de Nazisploitation, il y en a à peu près une vingtaine. Donc à revoir, c'est relativement rapide. Si je veux faire une vidéo sur le Redneck Movie, là c'est plus compliqué. Donc cette vidéo, elle m'avait pris quasiment 6 mois, quoi, entre l'écriture, la recherche, le visionnage, la rédaction et tout. Donc je calcule aussi par rapport à ça, tu vois. Donc ouais, en fait, aujourd'hui il n'y a plus vraiment de règles, c'est vraiment c'est un petit peu selon mon temps, quoi. Voilà. Eh ben, ça tombe bien, parce que tu vois, la question suivante, c'était justement de savoir en moyenne combien ça te prenait de faire une vidéo. Donc là, tu nous disais, par exemple, pour les rednecks, ça t'a pris des mois, quoi.
Ouais, ça m'a pris des mois, et tu vois, mais je crois que je l'ai raconté ce truc-là, peut-être dans les FAQ, je sais plus. Ce truc-là n'était pas forcément prévu. Tu vois, je voulais parler de survival à un moment donné, mais le survival, enfin, c'était juste une partie des sujets que je voulais aborder. Je sais pas trop comment m'y prendre. Et en fait, c'est parti d'une discussion que j'ai eue avec Az, que tu connais, Oui. Az l'épouvantail, qui est une très grosse chaîne aussi sur le cinéma d'horreur. Et on n'était pas d'accord sur un film. Et donc c'était un survival et un truc avec des rednecks, et moi je lui disais mais en fait non, le film il est nul, ça va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, c'est pourri. Et Az me disait mais non c'est bon, et du coup on s'envoyait des pics comme ça, mais tu sais sans méchanceté, sans rien, tu vois, parce que enfin on aime bien faire ça. Et au bout d'un moment je dis allez c'est bon, tu m'as chauffé, je vais te faire une vidéo de je sais pas combien de temps en fait pour t'expliquer par A plus B que le film il pue la merde. Et après donc je suis allé dans mon salon et je me suis mis devant ma petite collection de DVD là, et en fait j'ai récupéré tous les trucs où de tête en fait je savais qu'il y avait des rednecks dedans, et je me suis dit je vais tout revoir. Et ça m'a permis aussi de voir certains titres que j'avais encore sous cellophane, Property ID je crois, du Shaky Film, enfin il était encore emballé, tu vois. Et au bout d'un moment, je me rends compte qu'il y a des patterns, il y a des trucs qui reviennent en fait de film en film. Donc, je commence à déceler le truc et tout. Attends, il y a ça qui revient, ça aussi, mais ça provient d'où, machin. Donc, je pouvais pas raconter ça sans parler aussi de comment est-ce qu'on en est arrivé là, de l'histoire des États-Unis, d'où ça provient, machin, tout ça. Donc, en fait, la vidéo n'a cessé de grandir, en fait, de grossir. Et je pensais honnêtement faire un petit truc de 30 minutes, et au bout du compte ça fait un peu plus d'une heure, tu vois. Mais je crois qu'aujourd'hui c'est une des vidéos dont je suis le plus fier, tu vois. Je regarde pas du tout mon travail en fait une fois qu'il est posté sur YouTube. J'ai une espèce d'aversion pour ça, tu vois. Une fois que c'est fait. Mais si je devais revoir une de mes vidéos sans trop ronchonner devant parce que j'ai oublié ci, parce que j'ai oublié ça, potentiellement ce serait celle-ci, tu vois. Mais pour répondre à ta question, non, c'est très variable, et autant des fois sur un film, si je fais une vidéo courte, ça peut prendre 3-4 semaines, tu vois, enfin un mois grand maximum entre la rédaction et le fait de poster la vidéo en ligne. Autant pour les grosses vidéos, ça peut prendre plusieurs mois, quoi. Voilà. Ouais, bah c'est vrai que tu donnes tellement de références, bah notamment quand tu t'attaques. Alors quand c'est un film, c'est une chose, mais quand tu t'attaques à un genre, enfin j'imagine que quand tu as fait les vidéos sur la catégorie 3, t'as dû verser quelques gouttes de sueur, Ouais, je pense. c'était compliqué. Alors déjà, pour trouver les films, c'était chaud, mais en fait, plus je creusais, plus j'en découvrais des complètement fous, tu vois. Et le truc, c'est qu'au bout d'un moment, j'ai dû stopper parce que cette vidéo, elle a été faite à un moment donné où j'avais, entre guillemets, stoppé ma chaîne. Quand mon vidéoclub s'est fermé, je me suis dit, bon, bah, j'arrête la chaîne en même temps, et voilà, tu vois, donc j'ai fait une espèce de vidéo finale où je baissais le rideau symboliquement, mais en même temps pour de vrai dans la vraie vie, tu vois. Et pour moi, c'était acté que ça se terminait là. Sauf que bah, je me suis dit, non, en fait, non, c'est trop con. J'ai encore plein de trucs à raconter, j'ai encore plein de sous-genres en fait, à découvrir et à faire découvrir. Et je me suis dit, si jamais je dois relancer la chaîne, tant pis, c'est pas grave, je le fais de chez moi, tu vois, je tourne sur mon fauteuil depuis mon salon, tu vois. Et on s'en fout, c'est pas le décor qui fait la chaîne, tu vois. Enfin, l'important, c'est ce que je raconte. Et je me suis dit, allez, on va revenir avec un truc un peu vénère. Boum, catégorie 3. Et je commence à en regarder quelques-uns. J'en ai quelques-uns en DVD et en Blu-ray. Et je commençais à faire fouiller dans les filmographies et tout. Mais à chaque fois, je tombais sur des trucs fous, tu vois. Et j'avais pas annoncé le fait que je reprenais la chaîne. Mais au bout d'un moment, tu vois, quand j'étais à plus de 50 films, je me suis dit, ah non, c'est bon, stop. Je suis même pas certain que la vidéo puisse passer en fait la censure YouTube, tu vois. Donc j'ai essayé de censurer tout ce que je pouvais. Mais si je la sortais en l'état aujourd'hui, je pense que YouTube il me défoncerait. Tu vois. Le truc, c'est que au bout d'un moment, tu dois stopper le truc en fait, parce que sinon le machin il sort jamais, quoi. Donc c'était une bonne façon en fait de relancer la chaîne via un truc un peu hors norme, quoi, un peu dingue. Mais je sais forcément que j'ai soit oublié des choses, soit omis des trucs volontairement, parce que sur un sujet pareil, tu peux pas faire non plus des heures et des heures, quoi. Il y a un côté un peu risqué, quoi. Non, mais clairement, ça te fait déjà de mémoire, ça t'en as fait deux, hein, deux grosses vidéos sur le catégorie 3. Alors, sur la catégorie 3, uniquement sur la catégorie 3, il y en a une, mais il y en a une seconde, c'est pour ça que tu dis ça, c'est qu'il y en a une seconde un petit peu après qui fait référence en fait au Simon Conguet, puisque je parle d'un film qui s'appelle Exilé. Et c'est un truc avec des gunfights et tout, film de Johnny To, et j'en profite en fait pour
avant ça expliquer d'où vient en fait le gunfight dans le cinéma hongkongais. Et donc là, il y a 5-6 bonnes minutes en fait sur John Woo, sur ce type de film, quoi. Ça marche. Mais c'est oui, Mais c'est pas impossible qu'il y en ait d'autres. De mémoire, ça doit venir de la FAQ, effectivement, parce que cette histoire avec Az, ça me dit quelque chose. Ouais, j'ai dû le raconter là, ouais. Alors, est-ce que tu as noté justement des évolutions dans le traitement du bis sur YouTube depuis tes débuts? Parce que j'imagine, hein, mais... Oui, parce que entre 2015 et maintenant, évidemment, en fait, qu'il y a plein d'autres chaînes qui sont arrivées et qui se sont mises à parler de cinéma de genre, de cinéma d'horreur, et pour certaines, en fait, de cinéma bis. Et le truc, c'est que moi, je suis content de voir ça, tu vois. Je suis pas du tout en mode gardien du temple, c'est mon truc et tout. Non, pas du tout. C'est vraiment si c'est votre kiff et que vous aimez défendre ce cinéma, franchement, allez-y. Moi, j'adore ça. Je préfère même voir des petits vidéastes qui font des trucs de leur côté plutôt que de regarder toujours les mêmes gros en fait qui répètent en boucle les mêmes trucs. Je sais qu'à l'époque, en fait, je regardais énormément YouTube. Aujourd'hui, je t'avoue, j'ai un petit peu moins le temps pour ça, donc il y a des fois des vidéos qui sont absolument géniales que je découvre des semaines après leur publication, tu vois, faute de temps. Mais oui, ça a quand même beaucoup changé, quoi. Le truc que je regrettais à l'époque, c'était que la plupart des vidéastes cinéma YouTube ne parlaient que des trucs qui pour moi étaient des évidences, c'est-à-dire les Star Wars, les Marvel, ou toujours les mêmes trucs, tu vois. Waouh, je vais vous faire découvrir les secrets cachés derrière Forrest Gump. Est-ce que vous savez qu'on voit jamais le contenu de la valise dans Pulp Fiction? Est-ce que tu sais que Marty il tape un arbre dans le passé? Merde, enfin, ça suffit, tu vois. Enfin, non, ce genre de truc en fait me gonfle, mais aujourd'hui, je mettrai un petit peu d'eau dans mon vin, dans le sens où, effectivement, je regarde plus ce genre de truc. Tu vois, quand je vois, je dis n'importe quoi, mais une grosse vidéo en fait sur Forrest Gump, j'ai pas envie. Une analyse de Retour vers le futur, j'ai pas envie. Enfin, pourtant, tu vois, c'est que des films que j'aime, mais j'ai envie qu'on parle d'autre chose, quoi. Ça saoule. Mais le truc, c'est que je me dis qu'il y a aussi une autre génération qui a entre 10 et 15 ans et qui connaît pas forcément ces films-là, et qui a une espèce de réticence à les découvrir parce que forcément ça date d'avant leur naissance. Et comme moi à l'époque, et comme je pense nous tous en fait, quand on est gamin et qu'on découvre un petit peu le cinéma, qu'on a envie en fait de découvrir des choses, on est un petit peu moins chaud à l'idée de découvrir des trucs qui datent d'avant notre naissance. Ouais. Et tu vois, pour nous c'est évident que des classiques des années 80, c'est des films qui sont trop cool, tu vois. Si tu parles à un gamin de Indiana Jones, lui il va peut-être se dire attends, le vieux Harrison Ford là qui a du mal à courir dans le dernier film et tout, toi t'es là à dire mais non, enfin faut que tu vois les anciens, tu vois, ça c'était cool. Ouais. Ou tu lui parles de Star Wars, il va dire la série télé, mais non, pas la série télé, enfin les premiers, tu vois. Mais à chaque fois il y a une espèce de remise en contexte qu'il faut faire, histoire que le jeune en fait puisse apprécier le truc correctement et le voir avec les yeux que toi t'avais quand t'as découvert ces films à l'époque. Mais tout ça pour dire que c'est pas non plus une mauvaise chose qu'il y ait ce type de chaîne de vulgarisation qui te rabâche en fait des évidences, parce que de toute façon on n'est plus le public pour. Ouais, quelqu'un qui va te faire découvrir Scream en mode waouh, putain, ce film de fou que vous connaissez pas et tout, moi je vois ça, j'ai envie de rigoler, tu vois. Mais un gamin qui a 12 ans, qui a pas forcément encore l'âge pour voir Scream, parce que Scream c'est moins de 16, forcément il va être comme un dingue en fait en voyant ça, tu vois. Donc on va dire, je serais beaucoup moins critique aujourd'hui que je l'étais à l'époque par rapport à ce type de chaîne, mais en tant que consommateur, je vois beaucoup plus de chaînes parler de cinéma alternatif ou de cinéma bis ou de cinéma de genre un peu pété qu'à l'époque, et je trouve que ça fait énormément de bien, parce que encore une fois, il ne peut pas y avoir que des chaînes de cinéma généralistes qui te rabâchent toujours les mêmes trucs ou qui ne te conseillent que des machins qui sont sur Netflix, tu vois. Reggie Goria, ça suffit, quoi. Enfin, il faut des trucs un peu plus consistants, voilà. Ça marche. Alors qu'est-ce que t'as apporté justement l'expérience YouTube depuis tes débuts? Ce que ça m'a apporté depuis le début, c'est des rencontres. C'est beaucoup de rencontres, parce que le fait, encore une fois, d'avoir fait ça dans mon vidéoclub, d'avoir dû fermer mon vidéoclub après 5 ans d'existence, forcément, c'est un peu le paradoxe, parce que quand j'étais
actif dans le vidéoclub, mais vraiment tout le monde s'en cognait complet, quoi. J'avais des clients réguliers qui venaient même parfois de très loin pour me louer des trucs, qui venaient se fournir dans le coin du bis, quoi, le vrai, enfin celui de l'époque, qui avait au fond du magasin. Mais le truc, c'est que j'ai jamais réussi à en vivre correctement. Et je suis arrivé au moment où en fait Netflix est arrivé aussi en France, genre 1 an plus tard, tu vois, donc le timing était pas très bon. Mais par contre, j'ai beaucoup de potes qui étaient des anciens clients à l'époque, qui maintenant en fait sont devenus des copains, tu vois, des amis. Et il y a aussi le fait que quand je cherchais des solutions, en fait, je frappais à pas mal de portes, il s'est jamais rien passé. J'ai couru dans tous les sens et vraiment ça n'a servi à rien. Mais au moment, à la seconde où j'ai dit stop, c'est bon, j'arrête, alors là, il y a le téléphone qui a sonné en permanence. C'était non, mais c'est pas possible, tu peux pas arrêter. T'es à Lyon, c'est la ville du cinéma, on peut pas se permettre d'arrêter le dernier vidéoclub dans la ville du cinéma, c'est un symbole, c'est un machin. J'étais là à dire ouais, mais en fait, mon frigo est vide, donc ça suffit, tu vois. Faut que ça s'arrête, quoi. Donc j'ai arrêté ce truc-là, et à partir de là, j'ai fait pas mal d'interviews, de machins, des journaux, des ci, des ça, tu vois, et j'ai rencontré donc pas mal de monde. J'ai failli travailler derrière à l'Institut Lumière. Je me suis retrouvé à passer un entretien d'embauche avec Thierry Frémaux dans son bureau. Je te raconterai ça une autre fois. C'était lunaire. Mais heureusement que ça ne s'est pas fait, même si sur le moment il m'a dit il n'y a pas de souci, je vous embauche, tu vois. Après il me l'a un peu fait à l'envers, mais bon, bref. Je me suis retrouvé après à bosser dans un autre magasin de DVD à Lyon, où là j'étais simplement vendeur. Je m'occupais plus du reste et tout, j'étais juste simple employé, tu vois. Donc ça m'a enlevé pas mal de soucis, de machin. Je pouvais enfin passer des nuits complètes, tu vois. Mais ma chaîne était déjà active à ce moment-là, et en fait, c'est le fait d'avoir un vidéoclub, et dans ce vidéoclub, de créer une chaîne YouTube, qui a commencé en fait à me faire rencontrer des gens. Et ça, plus le fait d'être à Lyon et de connaître en fait des personnes à droite à gauche, ça fait que ouais, effectivement, j'ai pu faire beaucoup de rencontres. Après ça, donc j'ai rencontré Romain qui donc a lancé le podcast Jumpscare donc il y a 3 ans, et c'est comme ça que là, il y a quelques mois en arrière, on s'est retrouvé à interviewer Robert Englund. Jamais de ma vie, ouais, il paraît, ouais, non, je te le confirme. Jamais de ma vie, j'aurais pensé ce truc-là possible, tu vois. Le Mathieu qui avait 8-9 ans, qui feuilletait le programme de Canal+, et qui bloquait en fait sur l'image de Freddy avec ses gants et machin, tu vois. J'aurais jamais pensé que 30 ans plus tard, j'allais interviewer ce gars-là, tu vois. Ouais, j'allais passer 1 heure avec lui à tchatcher, et voilà, tu vois. Je trouve ça ouf. Donc, tu vois, le vidéoclub, maintenant, ça fait plus de 10 ans, donc c'était une période de ma vie qui était vraiment pas simple, mais j'ai surkiffé ce taf, j'ai surkiffé passer des heures et des heures en fait à dialoguer avec les gens, à les conseiller, à leur ouvrir un petit peu des horizons des fois pour certains. J'adore faire ça, j'adore faire ce travail de passeur, et encore une fois, c'était logique que ça se poursuive sur YouTube, parce que ce que je fais, en tout cas ce que j'essaie de faire sur ma chaîne, c'est ni plus ni moins que la même chose. La manière dont je parle de cinéma sur ma chaîne, c'est exactement la même que j'utilisais en fait pour parler de films en fait à mes clients dans le magasin. J'estimais ne pas avoir fait mon taf correctement si la personne s'en allait et qu'elle n'avait pas trouvé ce qu'elle cherchait, ou qu'elle partait sans rien, tu vois. Pour moi, c'était pas. J'étais pas en mode loue-moi un film à tout prix, tu vois. Je veux des sous, mais j'aime faire découvrir en fait des films aux gens. Et le truc, c'est que quand je regarde un film, je peux pas le garder pour moi. Je l'associe automatiquement à des gens. Ouais. Et je sais que des fois, je saoule des personnes en disant mais regarde ce film-là. Ouais, mais j'ai pas le temps. Non, dans ta gueule, regarde ce film-là et tu me diras merci après, tu vois. Et des fois, j'insiste, mais pendant des années. Mais c'est quasiment jamais arrivé que la personne me dise ouais, pas ouf. Non, à chaque fois, c'est putain, merci, tu vois. Et je connaissais très bien les goûts de mes clients. Et il y a des personnes en fait qui arrivaient dans le magasin, qui prenaient même pas le temps de chercher. C'était qu'est-ce que tu me conseilles? Ça et ça. J'ai lequel tu préfères? Il me fait je pense que c'est ça. Ok, tu vois. Et ça prenait 20 secondes. Parce que il savait que je connaissais ses goûts, et voilà, tu vois. Et ça, c'est trop bien, tu vois. Mais c'est aussi ce que j'essaie de faire via ma chaîne, c'est élargir un petit peu des horizons, et faire en sorte d'établir une espèce de relation de confiance. Je lis beaucoup aussi les commentaires, et les commentaires qui me font le plus plaisir, c'est vraiment ceux où la personne était pas ultra chaude à la base pour visionner le film en question, mais me dit putain, j'ai pris le temps de le regarder, effectivement, c'était ouf, quoi.
les personnes qui étaient pas super chaudes à la base de voir Les Diables et qui maintenant se rendent compte que ça fait partie de leur film préféré, tu vois. Enfin, ça fait trop plaisir, quoi. Ouais, effectivement. Et du coup, toi, alors là, t'en parlais de ton expérience avec le vidéoclub. Alors, on va prendre le vidéoclub au sens global, pas uniquement celui que tu as tenu, mais l'objet, on va dire, vidéoclub. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Bah, ça représente des souvenirs d'enfance déjà, parce que j'y allais avec mon père quand j'étais gamin, et je me rappelle avant tout des jaquettes. Tu vois, quand tu avais un mur entier de jaquettes de films et que tu t'en connaissais aucun, tu vois, tu t'es là à dire putain, c'est trop bien. Et moi, quand j'étais gamin, bah, je voulais des films de mon âge, et je me basais souvent par rapport à la jaquette parce que je connaissais pas encore tout ce qu'il y avait derrière, tu vois. Bien sûr. Et ou alors si je repérais le nom Steven Spielberg, je me disais ça, peu importe ce que c'est, je veux le voir, tu vois. C'était le truc. Mais c'était essentiellement des jaquettes, et je me rappelle que comme tous les gamins de l'époque, le coin cinéma d'horreur, bah tu l'as dans ton champ de vision, tu le regardes un petit peu comme ça, tu t'oses pas trop y aller, mais en même temps t'es un petit peu curieux, tu vois, tu vois Freddy, tu vois Jason, tu vois des monstres, tu vois des trucs dégueulasses et tout, ça t'intrigue un peu. Et puis mais... des jaquettes de fou furieux, juste la jaquette déjà, t'étais terrifié, tu sais, tu te faisais des films dans ta tête. Et moi j'avais repéré la jaquette de Cannibal Holocaust. Ah oui, carrément. Parce qu'elle était affreuse, et surtout, selon le vidéoclub dans lequel j'allais, soit le truc était loué en permanence, c'est-à-dire que tu avais une petite étiquette devant et en fait le truc était jamais dispo, soit le truc il était tout en haut d'une étagère, et en fait le truc était mais noir de poussière, c'est-à-dire que personne n'osait le prendre. Ok. Donc ça disait beaucoup de choses aussi sur sur quels étaient les goûts de la personne qui tenait le vidéoclub. Si le truc était loué en permanence, tu savais que tu avais affaire à un vieux bisseux, un mec fan d'horreur ou quoi, qui pouvait te conseiller correctement. Si le truc était plein de poussière, c'était que non, c'est pas du cinéma. Regardez, j'ai reçu le dernier film de Lelouch, c'est un peu mieux, quoi. Ouais. Voilà. Donc c'était très différent selon les vidéoclubs dans lesquels j'allais, mais c'est mon petit regret, c'est que on n'a jamais pris le temps en fait de discuter avec la personne, et c'est ce que moi j'ai essayé de corriger quand j'avais mon vidéoclub à moi, c'est de systématiquement prendre une demi-heure avec la personne, si elle était d'accord et si elle avait le temps, pour lui poser des questions, cerner un petit peu ses goûts, voir ce qui passait, voir ce qui passait pas, et voir aussi qu'est-ce qui coinçait, tu vois. Parce que plus la personne me racontait ses goûts, plus moi je faisais des connexions dans ma tête, et des fois je me disais, ok, il y a peut-être ce film-là qui va marcher, mais elle n'a pas forcément envie de voir pour telle ou telle raison. Donc après, à moi de voir de mon côté si ça valait le coup de forcer un petit peu, tu vois, ou si de toute façon ça servait à rien, il y avait un blocage et tant pis, on fera autre chose, tu vois. Et je me rappelle des fois avoir fait sauter quelques verrous comme ça de personnes qui étaient pas du tout, qui pensaient détester le cinéma bis ou le cinéma d'horreur, et qui, quand elles m'en parlaient, en fait, je me suis rendu compte qu'elles mélangeaient absolument tout. Et j'ai dit non, mais il y a un souci quelque part. Tiens, on va démarrer doucement, je vais te passer ce film-là et tout. Et des fois, ça prenait des mois et des mois, mais ça marchait. Ça marchait, et en fait, le choc à la découverte de certains films était d'autant plus grand que la personne de base était persuadée de ne pas aimer ces films-là, tu vois. Ouais. Et ça, quand ça marchait et que la personne revenait le lendemain matin en disant putain, effectivement, t'avais raison, ce film c'est un chef-d'œuvre, là tu sais que t'as gagné, tu vois. Bah, c'est clair. Donc, c'est ce genre de truc en fait qui me motivait pour faire ce métier-là, quoi. Et du coup derrière, est-ce que, alors pour toi hein, évidemment, mais quel a été justement l'impact des vidéoclubs, que ce soit sur la culture populaire, mais aussi du coup sur le cinéma bis? Alors les vidéoclubs, l'image qu'on en a, c'est des espèces de temples de la cinéphilie, dans le sens où comme tu es face à un mur d'images et que tu es entouré de personnes qui sont là pour voir un maximum de films et découvrir des trucs, c'était l'endroit où il fallait être en fait dans les années 80-90 si tu voulais découvrir des choses. Aujourd'hui, les vidéoclubs, hormis une petite dizaine en France, ça n'existe plus. Je pense très honnêtement que ça ne reviendra pas. On a tous un côté un petit peu nostalgique, soit parce qu'on les a connus, soit parce qu'on aurait aimé les connaître, tu vois. C'est un modèle économique en fait qui ne peut pas tenir aujourd'hui, et ça m'arrache la gueule de dire ça parce que vraiment j'y ai cru très fort pendant des années, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est acté que c'est non. Quand tu vois que c'est JM Vidéo là qui est en train de faire une campagne de sociofinancement parce qu'ils galèrent, alors que pourtant c'est à Paris, quoi. Tu vois, s'il y a une ville où ça devrait tenir normalement, tu te dis bon, Paris, voilà, en plus avec toute la visibilité qu'ils ont avec Combini, avec tout ça. Oui. Potentiellement, ça devrait, tu vois, ça devrait tourner. C'est quand même lunaire, quoi.
J'y suis allé, je vois où le truc est placé. C'est une rue qui est très passante, donc ils sont extrêmement bien placés. Je discutais avec le gérant, il m'expliquait que c'était un peu chaud. Il avait même voulu m'embaucher à l'époque. Je dis non, je suis désolé, je suis de Lyon. Mais en fait, si même eux, c'est la galère, c'est signe en fait que c'est pas viable. C'est pas viable, il faut passer à autre chose, tu vois. Mais tu vois, enfin, moi je leur souhaite profondément de continuer en fait le plus de temps possible, parce qu'il faut malgré tout qu'il y ait une certaine forme de résistance, tu vois, par rapport au streaming, à la VOD et tout ça. Bien sûr. Mais c'est chaud. Mais en fait, ces endroits-là étaient vraiment des espèces de temples où en fait on pouvait se retrouver entre passionnés. Chose qui est plus difficile aujourd'hui parce que les endroits où on se retrouve pour parler cinéma aujourd'hui, c'est Internet. Mais il manque le côté. Tout est des maths. Voilà, tout est des maths. Enfin, il manque le côté un peu. Il manque le côté humain, tu vois. Il manque le côté. Clairement. Les échanges se font en ligne, les films sont des maths. Ouais, il y a. Voilà. Ouais, je comprends parfaitement le truc. Et tu vois, même avant d'ouvrir mon vidéoclub, j'ai beaucoup traîné sur les forums de cinéma. J'ai passé des nuits entières dessus, en fait. Je suis pas forcément très actif sur les forums, mais par contre, je suis présent. Le truc, c'est alors, ça porte un nom, je me rappelle pas lequel, mais tu sais, quand t'es présent dans un truc mais que tu postes jamais, tu vois, je sais plus ce que c'est, enfin bref, mais majorité silencieuse. Ouais, un petit peu, mais je sais que je suis très souvent dans les forums en fait, donc je comprends parfaitement ce truc de retrouver une espèce de communauté mais numérique et d'échanger en fait à travers des sites internet, ce que tu as pu découvrir, tes connaissances, tout ça, tu vois. Donc je comprends parfaitement ce truc là, mais le fait d'être dans un lieu avec des gens avec qui tu discutes IRL et d'être surtout entouré d'images partout autour de toi, de trucs pour la plupart assez obscurs, c'est un truc qui me manque un petit peu aujourd'hui, quoi. Donc on fantasme aussi beaucoup cette période-là, alors que les vidéoclubs, ok, c'était très cool, mais il y avait aussi des machins qui l'étaient peut-être un peu moins. Moi j'ai le souvenir de vidéoclubs dans lesquels j'étais pas très bien reçu, tu vois, où en fait le mec derrière le comptoir était infoutu de te renseigner correctement. C'était vraiment le mec qui était là pour encaisser du pognon. Il faisait du business, c'est clair. Et voilà. Après, tu vois, faut pas non plus pleurer ces vidéoclubs-là s'ils se sont pété la gueule. C'est qu'à un moment donné, il y a une espèce d'âge d'or du vidéoclub où littéralement t'en avais à tous les coins de rue. Et les gars se sont fait vraiment des couilles en or avec leur système de location de VHS, parce que clairement il y avait aucune autre façon de voir les films à part celle-ci à l'époque. Donc forcément les mecs étaient blindés, tu vois. Mais après ils n'ont pas forcément suggéré l'arrivée et d'internet et le changement de format avec le DVD dans un premier temps et le Blu-ray dans un second temps. Donc je me suis retrouvé aussi face à des gérants de vidéoclubs qui juste en avaient marre et qui avaient lâché l'affaire depuis très longtemps, tu vois. Ouais. Donc après ils se plaignaient de plus avoir de clients ou quoi, mais d'une autre façon c'était logique parce que les mecs ils avaient perdu totalement le feu sacré et il y a plus d'investissement. Tu rentrais dans le magasin et tu sentais qu'ils avaient pas du tout envie, quoi. C'était toujours les mêmes films et tout. Ils comprenaient pas pourquoi ça marchait plus, mais moi je le comprenais tout de suite, quoi. C'était juste les mecs ils étaient aigris, ils en avaient plus rien à foutre et tout. Ils avaient pas su évoluer, quoi. Ouais. Donc il faut tempérer un petit peu ce truc où on a tendance un petit peu à idéaliser cette période-là de vidéoclub et tout, parce que tout dépend encore une fois sur qui tu tombais. C'était soit un des meilleurs endroits ever si t'étais cinéphile et curieux de découvrir des choses, soit c'était un magasin comme un autre, tenu par une personne qui aurait pu faire n'importe quel autre job à la place, tu vois, et dans lequel t'as pas du tout envie de revenir, et que si après tu découvres qu'il y a de la VOD, ton choix il est fait, quoi. Voilà. Après moi du coup je l'ai connu, mais je l'ai connu plutôt dans les années 90 que dans les années 80. Moi j'habitais la campagne en plus, hein, donc pour moi c'était l'occasion de découvrir des trucs. J'ai pris des claques monstrueuses grâce au vidéoclub, au petit vidéoclub qu'on avait. Mais derrière je me dis qu'effectivement à regarder un petit peu, et notamment avec l'arrivée au tout début des vidéoclubs, c'était je trouve un moyen pour beaucoup de gens effectivement de voir les films si tu les avais ratés au cinéma par exemple, et puis certains films du monde entier justement qui n'avaient pas forcément droit à des sorties ciné ou qui étaient sortis déjà il y a bien longtemps, et puis voilà, donc c'est vrai que c'est en termes d'outils de démocratisation quelque part de tous les cinémas en plus, parce que moi, je me souviens justement de ces fameux coins avec les films d'horreur, etc., où je voyais, une qui m'avait bien marqué à l'époque, c'était la jaquette de Maniac, qui était impressionnante quand t'es gamin. Ouais. Tu vois, juste le jaquettes les plus célèbres des années 80, ça.
Elle avait fait scandale à l'époque, elle a été retirée. Enfin, Ah bah, elle est c'est aux costaud quand même. États-Unis, des militants qui hurlaient par rapport à ce truc-là. Enfin, elle est vénère. Mais donc voilà, donc c'était, je trouve, un outil de démocratisation quelque part de tous ces cinémas justement un petit peu moins mainstream et un petit peu moins politiquement correct aussi, quoi. Oui, parce que à l'époque, il faut pas oublier que la VHS, c'était le seul moyen pour nous, cinéphiles, de revoir des films. Avant, il fallait attendre que les films repassent en salle, quoi. Tandis que là, tu pouvais non seulement voir le film chez toi, mais en plus, si t'étais un peu débrouillard, tu pouvais te débrouiller pour faire une copie du film en question. Regarder le film. Mater, voilà, pour regarder le film, ouais. Donc il y avait tout un commerce en fait qui s'était mis en place à ce niveau-là. Bien sûr. Et oui, aujourd'hui, en fait, tout est disponible sur Internet en 3 clics. Mais à l'époque, c'était pas le cas. Donc il y a des films comme ça qu'on fantasmait. Il y a des films après lesquels on a couru pendant des années avant de enfin pouvoir tomber dessus. Et il y a, comme tu dis, en fait, tout un pan de cinéma qu'on a découvert dans les vidéoclubs. Parce que c'était ce qu'on appelle encore aujourd'hui du DTV, du direct to vidéo, des films qui n'étaient pas suffisamment bons pour sortir en salle, ou qui n'avaient pas trouvé de distributeur, mais qui atterrissaient directement en vidéo, donc directement en VHS. Généralement, c'était pas très bien, mais de temps en temps, tu avais des merveilles dans le lot, et ça, tu pouvais le découvrir que dans ces endroits-là, quoi, parce que de toute façon, ça ne sortait pas en salle. Donc il y avait aussi toute une cinéphilie à se faire, enfin à créer, quoi, par rapport à ces films-là que tu ne découvrais qu'ici. Après, t'avais des acteurs qui doivent leur carrière quasiment à tout ce marché justement de la VHS, etc. Hein. Ah oui, bien sûr. Des Chuck Norris ou tu vois, les Chuck Norris, Ouais, Van Damme, totalement. tout ça, c'était des hits de vidéoclub, quoi. Oui, t'as même des films qui se sont pété la gueule royalement en salle et qui après ont cartonné en VHS, tu vois. Ouais. Un des exemples les plus connus, c'est les aventures de Jack Burton dans les Griffes du Mandarin de Carpenter, qui était un bide en salle, mais en VHS, c'était loué en permanence, quoi. Les films de William Lustig aussi, c'était pas forcément ce qui marchait le plus en salle, mais c'était des cartons absolus en matière de location, quoi. C'était loué tout le temps. Il y a plein de films en fait qui sont devenus beaucoup plus connus au moment de leur sortie en VHS dans les vidéoclubs qu'au moment de leur sortie salle, quoi, et qui doivent en fait leur succès et qui sont rentrés en fait dans leurs frais grâce à la location vidéoclub. Et oui, c'était un deuxième marché. Voilà, ça sauvait, ça permettait justement, voilà, de sauver certains films qui étaient injustement tombés un peu dans l'oubli ou qui avaient vraiment pas fonctionné au moment de la sortie. Hein. Quand on voit maintenant The Thing, par exemple, de Carpenter, qui maintenant est considéré comme un classique, etc. À l'époque, au cinéma, il avait bidé, donc c'est quand même fou de se dire que des fois, il y a certains films comme ça qui avaient bidé au cinéma et qui sont devenus derrière des classiques. Voilà. Ouais, mais ça, c'est le travail de la jaquette, encore une fois, tu vois. Si, il y a plusieurs choses. Soit t'avais pas les sous, ou pas le temps, ou pas envie de voir le film en salle. Après, tu dis, bon, ouais, je vais peut-être le louer histoire de voir ce qu'il y a derrière, tu vois. Mais il y a certaines jaquettes, qui parlaient directement au public du vidéoclub, qui n'étaient pas forcément le public qui allait voir le film en salle, tu vois. Les jaquettes jouaient beaucoup. Hein. T'avais les jaquettes, mais et puis t'avais aussi ce qu'il y avait au cinéma à l'instant où ton film sortait. C'est sûr que voilà, dans les années 80, putain, tu regardes selon les années, mais t'as des moments où simultanément au cinéma, tu pouvais voir des trucs, enfin que des classiques maintenant qui sont considérés vraiment comme des classiques. Ils étaient tous au ciné en même temps. Tu te dis, mais putain, tu vois, c'est pas évident de faire ton choix non plus, quoi. Et SOS Fantôme et Gremlins, ils sont sortis le même jour. Là, et voilà. Tu vois le truc. C'est pareil fou, mais ouais. Et oui. Du coup, pour faire un petit bilan, si on doit faire un petit bilan de tes années vidéoclub, toi en tant que gérant, en tant que proprio, qu'est-ce que tu retires de cette expérience justement de propriétaire de vidéoclub? Alors il y a eu de bons moments, il y en a eu des très compliqués. Ce que j'essaye de retirer aujourd'hui, 10 ans après, c'est du positif. Parce que quand le truc s'est fermé, forcément, c'est une espèce de déchirement, tu vois. C'était très compliqué les années suivantes parce que j'étais là à me dire merde, j'aurais pas dû faire ça comme ça, j'aurais dû faire comme ci, et gna gna gna, j'aurais pas dû dépenser telle somme en fait dans telle publicité parce que ça m'a strictement rien rapporté, j'aurais dû investir dans tel endroit, machin, pour que ça soit peut-être un peu mieux. Donc en fait, t'es là en fait à réécrire l'histoire.
Mais le truc, c'est que je me suis lancé là-dedans en n'y connaissant foutrement rien. Je ne savais pas comment créer une entreprise, je l'ai fait, tu vois. Le métier, je l'ai appris sur le tas. Tout le monde me donnait 6 mois d'existence, j'ai fait 5 ans face à Netflix, donc c'est quand même une petite victoire. Je n'ai jamais réussi à me payer correctement, ni même à me payer tout court, tu vois. Donc je venais un petit peu pour le sport, sauf que tu peux pas faire ça indéfiniment. Et au niveau de la santé, ce truc-là m'a flingué. Et aujourd'hui, est-ce que je suis nostalgique de cette période-là? Un petit peu, parce que ce que je disais précédemment, c'est-à-dire conseiller les gens, discuter de cinéma, machin, toute la journée, effectivement, c'est cool. Mais c'était une partie du boulot, tu vois. La partie la moins fun du boulot, bah, c'est toute la paperasse, c'est le démarchage, c'est ouais, l'administratif, la publicité, le machin, tu vois. Enfin, gérer des fois des clients qui sont un peu relous. Tu vois, enfin, donc c'était très formateur, mais là où je me dis qu'aujourd'hui je focalise bien plus sur le côté cool que sur les côtés qui étaient plus compliqués, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire les rencontres. Sans ce vidéoclub, je n'aurais pas rencontré les personnes qui étaient de base des clients, qui maintenant sont des potes, avec lesquels je travaille aujourd'hui. Je n'aurais pas créé ma chaîne. Via cette chaîne, je n'aurais pas rencontré les personnes avec qui je travaille aujourd'hui. J'aurais pas fait Jumpscare. J'aurais pas... Enfin, rien de ce qui constitue ma vie aujourd'hui n'aurait été possible sans ce vidéoclub. Et j'essaie vraiment de focaliser là-dessus, plus que sur le côté putain, j'en ai bavé, quoi. Oui, bah avec le temps, de manière générale, même si les expériences ont été compliquées, on se souvient souvent que des bons côtés, c'est normal. Oui, oui. Est-ce que tu penses que... Alors attention, celle-là, elle est technique. Est-ce que tu penses que le streaming et son offre mondiale aident le cinéma bis? Alors, ça, je vais te la faire court, parce que sinon on est parti pour le moment. Oui. Tu vois, quand il y a des débats sur le piratage, sur le streaming, machin, tout ça, sur Twitter, généralement, j'évite de rentrer dans la bagarre, parce que sinon, ça dure des heures. Mais je comprends en fait les personnes qui n'ont aucun attrait pour le cinéma physique et qui aujourd'hui, ça veut pas dire que je suis d'accord avec ça, mais je peux comprendre, mais qui en fait se sont fait leur culture via les sites de téléchargement légaux ou illégaux d'ailleurs, peu importe, et qui aujourd'hui ont une culture solide, mais qui est basée uniquement sur ce qu'ils ont pu récupérer ou pirater sur Internet. Je comprends ce truc-là. Je le cautionne pas forcément, mais je le comprends. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, ben, le monde a évolué depuis les années 80 et 90, tu vois, enfin, on fonctionne plus du tout de la même façon. Ce type de lieu est de toute façon destiné malheureusement à disparaître. Et donc, tous les passeurs aujourd'hui qui autrefois étaient derrière un comptoir, aujourd'hui sont sur des sites, sont sur YouTube, sont dans des podcasts ou quoi, tu vois. T'es bien placé d'ailleurs pour le savoir. Toutes ces personnes-là font ce que moi j'aurais aimé qu'on fasse avec moi quand j'étais dans un vidéoclub, quand j'étais gamin. C'est-à-dire me faire découvrir le cinéma bis à l'époque où je savais pas ce que c'était, même si je l'ai découvert par moi-même après via des bouquins. Mais aujourd'hui, en fait, cette culture-là perdure grâce à Internet via des passionnés qui, chacun à leur échelle, en fait, essayent de propager ce truc-là et de continuer en fait à répandre leur passion du mieux qu'ils peuvent en fait à leurs auditeurs, tu vois. Et moi, c'est quelque chose que je défendrai toujours. Le truc, c'est que jamais en fait je cautionnerai le truc de ok, télécharger tous comme des porcs, la culture, faut que ça soit partagé par un plus grand nombre, tu vois. Je comprends le truc derrière, mais d'un autre côté, je connais aussi parfaitement comment fonctionne le marché du physique, les éditeurs vidéo, je les connais, je sais à quel point c'est la galère. Je peux pas cautionner ce type de discours, mais d'un autre côté, si t'as pas les sous pour acheter tous les trucs qui sortent sur le marché, bah t'as pas le choix, tu vois. Et à un moment donné, bah il faut, enfin tu peux pas voir tous les films de la Terre. Donc je peux comprendre. Après, je suis pas forcément client de tout. Il y a des fois des gatekeepers, tu as des personnes qui sont en mode non, ça c'est mon truc à moi et c'est à moi et c'est tout, tu vois. Avec lesquels je suis pas forcément d'accord. Je pars du principe que tu vois, il faut, il y a pas en fait à garder ce truc là pour toi en fait si ma vie ça fait 60 ans que ça existe, tu vois, donc c'est plus un truc de niche, enfin faut arrêter avec ça. Et je vois pas le souci
dans le fait de le propager le plus possible via en fait tous les moyens possibles, quoi, que ce soit YouTube, que ce soit du podcast, même TikTok, tu vois. Enfin, je suis jamais allé sur TikTok de ma vie. On m'a dit surtout n'y va pas, mais mais le truc c'est que au milieu de pas mal de conneries, je pense, il doit y avoir quand même des personnes dont je connais pas encore l'existence qui doivent faire du travail de qualité. Tu vois, je refuse de croire que c'est pas le cas. Donc il y a forcément fait des personnes qui propagent ce truc et qui le propagent de manière intelligente. Renseignez-vous sur ce qui constitue le cinéma bis. Si vous avez les moyens de soutenir des éditeurs vidéo, faites-le. Si vous n'avez pas les moyens pour le moment, tant pis, téléchargez parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Mais gardez bien en tête que ça n'aide pas forcément les éditeurs vidéo, et que s'il y a une solution pour faire autrement, préférez toujours cette autre solution, quoi, dans la mesure du faisable. Voilà, donc c'est un vaste sujet. Je vais m'arrêter là parce qu'encore une fois c'est très long, mais voilà. Ça marche. Est-ce que tu penses que... qu'est-ce que tu penses, pour le coup, de notre façon de consommer le cinéma actuellement? Donc là, t'as commencé justement à en parler, mais effectivement, c'est beau, ça passe beaucoup maintenant par Internet, par le démat, et évidemment par les plateformes de streaming. Des plateformes de streaming, alors, à la base, il y avait que Netflix, en gros, en France, et puis plus ça va, et plus il y en a. Donc des petits camarades de Netflix, alors il y a eu évidemment Disney+, maintenant on a Paramount, on a HBO Max, on a évidemment des spécialistes comme Shadows, Frickson, etc. Mais c'est vrai qu'on commence à être un peu comme les États-Unis, tu sais. On commence à avoir des plateformes de streaming à plus savoir qu'en foutre, en fait. Là aussi, j'ai un discours qui a un petit peu évolué avec le temps. Quand j'étais dans le vidéoclub, pour moi, c'était le streaming, c'était l'ennemi, tu vois, c'était le truc à abattre. Non, c'est pas comme ça qu'on regarde des films. Non seulement il y a rien, non seulement c'est cher. Tu vois, enfin, je voyais que des défauts, je voyais que des trucs qui étaient pas bons. Sauf que plus les années passaient et plus les défauts se sont gommés, tu vois, d'eux-mêmes, et plus l'offre devenait intéressante, variée, attractive, tu vois. Sauf qu'aujourd'hui, étant donné que Netflix a fait des petits et que tout le monde veut sa part du gâteau, il y a non pas un ou deux services de streaming, il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes. Le problème, c'est que à vouloir faire des économies en n'achetant plus forcément de support physique, tu te retrouves à être abonné à 15 000 trucs de streaming différents. Quand Netflix a commencé à se démocratiser dans les années 2000, puis un petit peu après avec les confinements successifs, on a vu que les sites de streaming et le piratage d'une manière globale étaient peut-être pas en chute libre, mais a considérablement baissé. Là aujourd'hui, ça repart à la hausse. Pourquoi ? Parce que de fait, on a trop de trucs de streaming et d'offres de VOD, de machin. Et si tu veux avoir quelque chose d'assez varié en matière d'offres, tu peux pas te contenter d'un seul service. Parce que sur le service en question, t'as pas forcément tout, tu vois. HBO Max, tu auras les trucs Warner. Disney, tu as les trucs Disney. Donc, tu es obligé de t'abonner à plein de trucs différents. Shadows, c'est les films d'horreur et tout. Ce qu'il n'y a pas sur Shadows, peut-être tu le trouves sur Frickson ou sur Insomnia ou j'en sais rien. Ce qui fait qu'en fait, à la fin du mois, tu payes bien plus cher que ce que tu voulais payer à la base pour un service qui peut retirer les films quand ça lui chante, sans prévenir. Deuxièmement, te propose une qualité d'image qui n'est pas du tout équivalente à la même chose si c'était sur format physique. Si tu regardes un truc en 1080p sur ta télé et que tu compares avec la même image du même film en Blu-ray, c'est le Blu-ray qui gagne, il y a pas photo. C'est une histoire de débit, enfin bref. Donc, ce qui était très cool il y a quelques années en arrière, j'ai l'impression que là on est reparti dans l'autre sens. Et le fait que les téléchargements illégaux soient repartis à la hausse, c'est la conséquence logique de ce truc-là. C'est-à-dire que les chaînes de VOD ne font qu'augmenter leur prix. Netflix, on est passé de 9 balles par mois, je crois qu'on est à 15 ou des brouettes là. Ça ne fait qu'augmenter. Les exclus de ces sites de VOD, en fait, de ces chaînes de VOD, sont pas forcément très bonnes. Il y a le discours qui est de dire oui, tous les auteurs qui sont pas financés par les grands studios, nous on les accueille à bras ouverts. Regardez Martin Scorsese, regardez David Fincher, regardez un tel, tu vois. Mais dans les faits, il n'y a pas vraiment de grands films qui ont émergé de ces trucs-là. Ok, ils ont les mains libres pour faire ce qu'ils veulent, mais on oublie aussi le taf d'un producteur qui est aussi de canaliser un auteur, quand bien même c'est un grand auteur comme un Scorsese ou comme un Fincher ou quoi, tu vois. Et c'est, à mon sens, une des explications qui font que les exclus des Netflix et Amazon et consorts, tu vois, sur le papier, ça fait rêver, mais
à l'écran, ça donne des films qui sont peut-être sympas, mais qui sont pas des chefs-d'œuvre. Voilà, tu vois. Si je demande aujourd'hui quel est le chef-d'œuvre absolu que tout le monde a vu sur un truc de VOD qui est exclusif à cette chaîne de VOD, qui n'existe pas en format physique ou quoi, et pour lequel en fait les avis sont absolument unanimes, c'est un chef-d'œuvre. Il y en a pas un. Il y en a pas un. Il y a des très bons trucs qui ont émergé, tu vois, mais personne n'est capable de sortir un grand film monumental, tu vois, qui est où il y a une espèce d'avant et d'après, si tu veux. Un film qui fait partie de tous les tops de fin d'année, des classements cinéma, de tout ce que tu veux, où ça a été absolument unanime. Il n'y en a pas. Donc, en fait, oui, sur le papier, c'est une très bonne chose, mais en l'état, moi, ce que je vois sur les trucs de VOD actuels, c'est soit des trucs qu'on a déjà vu 15 fois, soit des machins qui sont très mid, soit des espèces de pétards mouillés qui te vendent un truc révolutionnaire et qui, en fait, ne l'est pas. Donc, plus le temps passe, moins je regarde ce genre de trucs. Tu vois, je me suis désabonné de Netflix il y a 2-3 ans parce que juste, il n'y a plus rien, tu vois. Ou alors, il y a 2 trucs par an et est-ce que ça vaut le coup de payer pour ça ? Non, je suis désolé. Et sur Amazon, tu vois, c'est quasiment pareil. Enfin, je suis de moins en moins client de ce genre de trucs et je me tourne de plus en plus vers les trucs de VOD où là, ça va être des trucs un peu plus de niche. Tu vois, les Hotbusters, les Filmos ou même Shadows, tu vois. Parce que là, j'y trouve un petit peu plus mon compte. Parce que les trucs généralistes, c'est un petit cliché hein, ce que je dis, mais j'ai l'impression d'avoir un petit peu tout vu, quoi. Ou alors ça mérite pas forcément mon temps, quoi. Voilà. Ouais, je comprends, effectivement. Alors, quelles sont tes ambitions pour l'avenir, mon bon Mathieu ? Continuer ce que je fais tant qu'on me laissera continuer ça, tu vois. Non, je sais pas. Non, le truc, c'est qu'actuellement, je suis monteur vidéo et je vis actuellement des montages que je fais en fait pour les uns et les autres. Parmi ce que je peux monter, il y a des vidéos en fait sur Blast, la chaîne Blast, et les montages de la chaîne Bolche Geek. Où en fait, quand il y a des grosses vidéos qui parlent de cinéma, généralement, c'est moi qui suis derrière. Et en fait, donc ça, c'est relativement régulier. C'est ça qui me permet de payer mon loyer, tu vois. Mais il faut que je continue en fait dans cette voie-là. Si je peux trouver d'autres montages, effectivement, ce serait une corde de plus à mon arc, tu vois. Mais c'est entre chaque montage que je prends un petit peu de temps pour ma chaîne à moi et que je fais mes montages perso pour alimenter ma chaîne. Ce que je pourrais me souhaiter, c'est peut-être un petit peu plus de taf de manière un petit peu plus régulière. Mais après, c'est mon problème, tu vois, c'est à moi de chercher aussi, tu vois. Ça n'a pas tombé non plus tout cuit. Et me dégager peut-être aussi un petit peu plus de temps entre ces montages-là, entre ma chaîne et Jumpscare, pour pouvoir faire un petit peu plus de vidéos sur ma chaîne. Parce que, encore une fois, les sujets, je les ai. Tu vois, au moment où on parle, demain j'enregistre mes voix off pour la prochaine vidéo qui, si tout va bien, sortira fin décembre. Mais idéalement, j'aimerais sortir un petit peu plus de choses parce que j'ai plein de sujets en fait que j'aimerais traiter, mais faute de temps. Voilà, je sors, si je sors 4 vidéos par an, c'est un miracle, tu vois. Et ça, je sais que ça me va pas, tu vois. J'aimerais au moins le double. Voilà. Ça marche. Alors, ton actu du moment, du coup. Là, vient de sortir sur la chaîne de Bolche Geek une super vidéo sur Sinners. Ouais, vidéo sur Sinners, donc coécrite par Bolche Geek et Odyssée, en fait, qui est une toute jeune chaîne YouTube qui s'appelle Pause Toujours. Et donc, c'est une vidéo qui a été écrite à 4 mains. Et donc, moi, j'ai monté cette vidéo-là. Elle est sortie, je crois, il y a une petite semaine. Donc, sur Sinners et sur tout ce qui découle, en fait, de ce film-là. Il y a un petit volet aussi sur la Blaxploitation où là en termes de montage j'ai pu me faire un peu plaisir et voilà. Et avant ça j'ai sorti une vidéo sur ma chaîne qui est une espèce de hors-série, c'est-à-dire que ça ressemble pas du tout à ce que je fais habituellement, mais via cette vidéo en fait je lance donc des hors-séries. C'est un truc qui me trottait dans la tête depuis un petit moment, où je vais parler d'autres choses que Teen Abyss. Et j'ai plein de sujets en tête. Je vais parler de bande dessinée, je vais parler de jeux vidéo, je vais parler de radio aussi. Mais histoire de pas trop démarrer avec un truc un peu perché, je me suis dit je vais attaquer avec un truc de cinéma. Et étant donné que j'avais beaucoup de messages qui m'arrivaient en fait en MP en me disant salut machin, on sait que t'as géré un vidéoclub et tout, vu que les films un peu bizarres c'est ton kiff, est-ce que tu peux m'aider à identifier tel film? Et donc la personne me décrivait un truc, donc après soit j'y arrivais ou pas, tu vois. Mais étant donné que ça revenait très souvent et que tous les films que j'identifiais c'était toujours situé entre 1980 et 94, je me suis dit attends, il y a peut-être un sujet, tu vois.
Donc j'ai écarté volontairement tous les classiques, tu vois, les Indiana Jones, Retour vers le futur, Gremlins, enfin tous ces trucs-là. Et je me suis un peu plus focus sur tous les films qu'on a vus quand on était gamin dans les vidéoclubs ou sur Canal+, mais dont on se rappelle pas le titre. Et tu vois, habituellement, sur une vidéo normale sur la chaîne, je cite en moyenne à peu près 80 films. Là, j'ai dérapé parce qu'il y en a 240. Donc ça fait un film toutes les 7 secondes ou 7 secondes 5. C'est beaucoup, mais tu vois, c'était très facile à faire en matière d'écriture. En termes de montage, j'ai un petit peu plus pleuré du sang parce que là, je me suis rendu compte que les 240 films, fallait les chercher un par un, tu vois. C'est ça. C'est une autre histoire. Mais c'était très facile à faire et ça me permettait de faire autre chose que ce que je fais habituellement et aussi de lancer ces hors-séries pour ensuite parler de ce qui m'intéresse véritablement, c'est-à-dire un truc de BD très précis, un jeu vidéo très précis, une émission télé très précise et une émission radio très précise, entre autres. Voilà. Et par-dessus ça, il y a Jumpscare, donc qui est là quasiment tous les vendredis. Eh oui. Alors, bah, avec tout ça, justement, où est-ce qu'on peut te suivre un petit peu toute cette actu ? Principalement sur YouTube, sur ma chaîne, donc Le Coin du Bis. Et sur Spotify, tous les trucs en fait d'écoute de podcasts. Sachant que Jumpscare a aussi une chaîne YouTube. Et d'ailleurs, tiens, l'interview dont on parlait tout à l'heure de Robert Englund, elle est disponible en vidéo sur la chaîne de Jumpscare. Et je me suis occupé du montage, où j'ai pu en fait illustrer au maximum à tous les films qu'il a cités, parce qu'il cite littéralement tous les films de la Terre. Donc ça a été un petit peu long à mettre en place. Mais voilà, quoi, on est disponible un peu de partout. Ouais, bah du coup, j'invite nos auditeurs justement à aller jeter un œil à cette vidéo avec Robert Englund où on le voit nous parler voilà, d'Hollywood, du cinéma, de toutes les... Enfin, il y a plein de 1000 anecdotes. C'est hyper intéressant. Il a 1000 vies, ce monsieur, parce qu'il y a des anecdotes, franchement, je n'étais pas prêt. Et surtout, ce qui nous intéressait là-dedans, c'était qu'il parle d'autre chose que de Freddy. Alors forcément, Freddy va revenir dans l'interview à 2-3 moments, tu vois, parce que il peut pas faire comme si ça n'existait pas. Mais ce qui nous intéressait, c'était le reste de sa carrière, enfin toutes les séries B dans lesquelles il a joué, qui pour nous sont aussi intéressantes que la saga des Griffes de la Nuit, tu vois. Donc je pense que c'est aussi ça qui l'a fait un petit peu kiffer, tu vois. Bah, clairement, parce que j'imagine que on parlait de Freddy depuis le temps qu'il incarne le personnage, voilà, mais ça reste quand même le point central de sa carrière, mais clairement il a fait tellement d'autres choses que c'était hyper intéressant de l'entendre justement nous parler déjà de sa vie avant, et puis de ses débuts à Hollywood, de toutes les fêtes, de tout, le fait que, enfin tu vois, des trucs comme genre Mark Hamill qui squatte son canapé, ou des trucs comme ça m'a fait rire, mais c'était super intéressant. Et effectivement il a croisé des gens assez, il a croisé le tout Hollywood, hein, de toute façon c'est pas compliqué. Et voilà. Alors maintenant que tu as répondu à mes questions, on termine normalement avec les questions rapid fire. Donc les questions rapid fire, comme d'hab, je te pose plutôt réponse A ou réponse B. L'idée c'est de répondre assez rapidement. Si tu as envie de justifier tes réponses, libre à toi. Vas-y. Allez, on démarre gentiment. Plutôt cinéma ou home cinéma ? Plutôt home cinéma, même si je suis pas équipé en home cinéma. Mais après ça dépend des films, tu vois. Encore une fois, je suis très sélectif sur ce que je vais voir, faute de temps, mais je sais qu'il y a des films que je raterai pour rien au monde quand ils passent en salle, et d'autres sur lesquels je ferai un petit peu plus l'impasse et que je vais rattraper chez moi, parce que voilà, tu vois, c'est variable. Ça marche. Plutôt Mega Drive ou Super NES ? Alors tu peux pas l'avoir là, mais j'ai une Mega Drive qui est à 2 mètres devant moi là, et pour rien au monde je la vendrai. Mon premier jeu vidéo c'est Sonic, et tu vois, je l'ai encore, et je suis Team Sega. Ça marche. Plutôt VO ou VF ? VO parce que les films d'horreur se regardent en VO, mais pour certains titres j'ai aucun souci en fait à regarder la VF, quoi. Les anti-VF sont des crétins, hein, je le dis très clairement. Arrêtez d'être bête, quoi. Plutôt les Chevaliers de Baphomet ou Monkey Island ? Sans surprise, Monkey Island. Encore une fois, tu peux pas le voir, mais là-bas, j'ai une énorme boîte avec tous les jeux Monkey Island. Je suis un fan hardcore de la saga. Je crois même que c'est le truc dont je suis le plus fan au monde,
au-delà du cinéma bis, au-delà de tout ce que je peux kiffer, la Mega Drive, tout ce que tu veux, enfin toutes mes passions en fait j'en ai pas mal, mais la plus haute c'est Monkey Island, et j'ai une sacrée collection de jeux, de disquettes et de... Attends. J'avais des disquettes Monkey Island derrière moi, je sais plus ce que j'en ai foutu, mais vraiment il y en a de partout. Je les avais dans les mains il y a littéralement 1 heure, mais vraiment il y en a absolument de partout, il y a pas photo quoi. Ça marche. Plutôt cinéma HK ou cinéma indien? Cinéma HK, parce que c'est vraiment via ce cinéma que je me suis ouvert en fait au cinéma asiatique, et encore une fois j'avais le bon âge pour le découvrir, parce que vraiment quand ça a explosé c'était fin 80 début 90, et c'est la période où ces films là ont été diffusés sur Canal+. Alors il y a eu d'abord Histoire de fantôme chinois, ou avant c'était Jackie Chan, je sais plus, c'est arrivé par vague en fait. Donc je me suis pris coup sur coup Jackie Chan, Histoire de fantôme chinois, Tsui Hark, John Woo, Jet Li, enfin voilà, et à chaque fois c'était claque sur claque, et c'est encore aujourd'hui mon cinéma préféré. La période 1980-1997 Hong Kong, c'est vraiment la période que je préfère ever dans toute l'histoire du cinéma. Et tu vois, aujourd'hui, je suis pas calé en cinéma indien. Il y a des personnes en fait qui sont des monstres à ce niveau, tu vois, enfin Clément de la chaîne Cinescope, ou même François Co, tu vois, enfin dès qu'il y a des articles dans Mad Movies qui parlent de cinéma indien, tu peux être sûr que c'est lui derrière. Et je suis absolument pas calé là-dedans, mais à chaque fois que je découvre des films qui me sont conseillés donc par des vidéastes sur YouTube, ou même des personnes en fait sur Twitter, à chaque fois je découvre des choses mais folles, tu vois. Le meilleur film que j'ai vu depuis Mad Max Fury Road, c'est RRR, tu vois. Et RRR, j'y suis allé entrer dans les pieds comme un connard. Et une fois dans la salle, je me dis putain, c'est trop bien. C'est trop bien. Et tu vois, j'en parlais encore il y a pas longtemps à un collègue vidéaste aussi, qui l'a toujours pas vu depuis des années. Et je dis mais qu'est-ce que tu fous, qu'est-ce que t'attends, tu vois. Et tu vois, j'ai pas du tout, je suis pas du tout aussi calé, loin de là, en cinéma indien qu'en cinéma HK. Mais c'est un tel bordel que j'ai besoin en fait de quelqu'un qui me guide. Et je sais, tu vois, que Clément, donc il y a la chaîne Cinescope, vient d'écrire un bouquin justement sur le cinéma indien, et ça fait partie des trucs que je vais acheter Day One, parce que entre le cinéma Telugu, Tamoul, machin, entre Kollywood, Tollywood, Bollywood, enfin je me mélange là-dedans, j'y retrouve pas mes petits, tu vois, enfin pour moi c'est tout pareil, je comprends rien. Ouais. Et donc j'ai besoin de quelqu'un qui me dise ça c'est différent de ça faut que tu démarres par ça, tu vois, ça c'est Shah Rukh Khan, lui c'est Rajni, ça c'est machin, tu vois, enfin j'ai besoin d'un guide en fait, voilà. Ça marche. Alors plutôt Les Diables ou plutôt Massacre à la tronçonneuse? Oh la vache. Plutôt ta mère ou ton père en fait. Si je réponds quoi là? Oh putain. Ah, je cherche toujours à coincer un petit peu quand même. Alors Massacre à la tronçonneuse, c'est mon film préféré, enfin mon film d'horreur préféré. Les Diables, c'est un de mes films préférés ever aussi. J'aurais du mal à les départager. Mais je vais dire Les Diables parce que j'ai l'affiche qui est juste en face de moi là, encore une fois. J'ai pas orienté mon PC du bon côté, mais je vais dire Les Diables parce que encore aujourd'hui il est bloqué, c'est très compliqué. Massacre à la tronçonneuse, il est célébré, il est restauré en 4K, c'est acté que c'est un chef-d'œuvre, et personne n'ira dire le contraire aujourd'hui. Les Diables, il y a encore des personnes pour qui le film n'évoque rien, et je te dis ça après avoir tenté de le faire diffuser à l'Institut Lumière pendant le Festival Lumière. J'ai des potes qui travaillent là-bas, ils sont venus ici à l'appartement, je leur ai montré Les Diables, ils sont ressortis, ils étaient en transe, et ça ne marche toujours pas, parce que au sommet en fait de la programmation de l'Institut Lumière, ça coince, alors qu'ils ont une copie là-bas qui est quasi complète. Je l'ai vu, voilà, mais ils n'en font rien. Donc tu vois, c'est encore compliqué. Enfin, il y a des grandes institutions ou des grands festivals comme celui-ci pour qui en fait Ken Russell et Les Diables, ça n'évoque absolument rien, qui n'ont pas du tout conscience de à quel point le film c'est une bombe. Donc même si je les aime autant l'un que l'autre, aujourd'hui je dirais Les Diables parce qu'il y a encore besoin que ça pousse un peu derrière, quoi. Plutôt Wusapian ou Osploitation? Je dirais Wusapian. J'adore l'Osploitation, j'adore le cinéma australien, c'est un de mes cinémas préférés, mais le Wusapian c'est vraiment, je pense, mon sous-genre bis préféré ever, parce qu'il y a un côté
poétique là-dedans que je trouve vraiment grandiose. Même dans les petites productions et tout, il y a toujours des trucs en fait où tu as systématiquement en fait à boire et à manger, quoi. C'est des films que je trouve absolument magnifiques. En termes d'action, il y a des trucs qui sont fous et tout. Et le truc, c'est que c'est un sous-genre très défini. Alors que l'Osploitation, en fait, c'est pas un sous-genre, c'est un courant. Donc du coup, ça englobe plein de trucs différents dedans. Ça englobe des films d'horreur, ça englobe des films d'action, ça englobe énormément de trucs. Et là aussi, il y a à boire et à manger, mais si tu m'avais dit un sous-genre dans l'Osploitation, là je t'aurais dit aussi sans hésiter le Wuxapian. Mais voilà, c'est un peu triché. Wuxapian, c'est vraiment ce que je kiffe par-dessus tout, quoi. Plutôt Sam Raimi ou John Carpenter? Oh. Plutôt, je dirais John Carpenter, avec tout l'amour que je peux avoir pour Sam Raimi et ses premiers films. Parce que John Carpenter, en fait, n'a jamais, hormis peut-être avec The Thing, eu les moyens de faire ce qu'il voulait pleinement, et à chaque fois qu'il les a eus, en fait, on lui a chié dans les bottes, quoi. Et j'aurais tellement aimé voir ce qu'il aurait été capable de faire avec un gros budget et le voir réaliser, je sais pas, un western, tu vois. Enfin, il a toujours voulu réaliser un western, il a jamais pu le faire, il l'a fait que via des façons un peu détournées. Là où Sam Raimi, en fait, a eu les moyens de faire un gros budget, enfin de faire un gros film, et ça donnait Spider-Man 2, tu vois. Enfin, il a fait des films, des films de fou, tu vois. Spider-Man 2, ça reste un des 4-5 plus grands films de super-héros d'histoire, tu vois. Mais j'aurais été curieux de voir Carpenter faire autre chose, tu veux, que de la simple série B, même si c'est un des maîtres en la matière. Une petite affection supplémentaire pour Carpenter par rapport à ça, parce que de fait, ça reste un Maverick, tu vois. Ça reste un mec un petit peu en dehors des clous, un petit peu à la marge. Là où Sam Raimi, lui, est rentré dans les clous et s'est retrouvé dans le système, quoi. Et la petite dernière, plutôt Mulholland Drive ou SOS Fantôme? Ah putain. Je vais dire Mulholland Drive. Mulholland Drive parce que je dois tout à ce film. C'est le fait d'être allé voir ce film au pif en novembre 2001 qui a fait que j'ai plaqué mes études de l'époque, qui étaient des études d'infographie, et très bonne chose parce que je pense que j'aurais pas été très loin. Et c'est ce qui a fait que derrière je me suis intéressé au cinéma, c'est ce qui a fait qu'après j'ai commencé à regarder autre chose que des trucs un peu mainstream, c'est ce qui a fait qu'après je me suis retrouvé dans une bibliothèque et que je suis tombé sur le fameux bouquin sur le cinéma bis. De là en fait découle tout ce que j'ai raconté après, quoi. Donc sans Mulholland Drive, pas de découverte du bis, pas de vidéoclub, pas de chaîne YouTube, pas de jumpscare, pas de, voilà, c'est la base de tout. Je choisirais ce film aussi parce que, et ce fantôme, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je l'ai vu quasiment 150 fois, je le connais par cœur. La saga, il y a eu des trucs un peu en mode legacy sequel, tu sais, des suites à rallonge là qui sont arrivées tardivement, au moment où plus personne les attendait. Autant le 3 je peux le défendre, et autant je pense même que j'en ferai une vidéo un jour, parce que je pense que c'est un film qui a pas été compris par la majorité des gens. Autant La menace de glace ou je sais pas quoi, c'était vraiment pas bien. Donc et ce fantôme, c'est un truc que j'associe à l'enfance. Au bout d'un moment, tu vois, il est temps de, pour paraphraser quelqu'un, tu vois, il est temps de grandir, laisser ça un petit peu de côté, d'avancer, quoi. Ça marche. Eh ben, écoute, j'en ai terminé de mes questions. Merci beaucoup, Mathieu, d'être venu passer du temps et répondre à tout ça. Dans tous les cas, j'invite les auditeurs à aller du côté de la description de l'épisode pour retrouver justement les différents liens vers ton travail. Merci beaucoup. Merci à toi. Salut. Ciao, ciao.